Super. Oui. Dans le Zoom, je sais que vous dites qu'il y a beaucoup d'écho, hein? Malheureusement, je pense que pour ça, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire, mais je vais essayer de parler pour que vous m'entendez bien. Je vais le toucher juste avec une main. Je pense que cette autre main-là est statique. Alors, bienvenue à tous d'être ici pour la conférence La santé mentale, comment maintenir notre équilibre en tant que proche aidant. Donc, si vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes proche aidant pour quelqu'un dans votre entourage, famille, amis, collègues. Donc, c'est important pour vous de pouvoir maintenir votre santé mentale, comme pour eux aussi, mais il ne faut pas vous oublier, hein, vous aussi là-dedans. Donc, aujourd'hui, on va avoir des moyens pour pouvoir être capable de maintenir notre équilibre, qui des fois peut être fragile. Hein, on ne va pas se le cacher, surtout dans les dernières années. Ça a été encore plus mis à l'épreuve, notre santé mentale de tous. Alors, c'est de trouver des moyens, des stratégies concrètes pour être capable de retrouver notre équilibre. Ah, OK, parfait. Okay. Ça paraît que je suis vraiment bonne avec la techno. Hein? Je ne sais pas où la mettre. Moi, j'aime bien ça d'habitude parler avec mes mains. Fait que là, je suis comme ah, OK. Hein, s'accepter. Ou on peut changer ici avec les choses. Hey. Et voilà. Hein? Bon, on va y aller comme ça. Alors, aujourd'hui, dans la conférence, oui, il va y avoir un peu de théorie. Je vais parler un peu de c'est quoi qui peut nous amener des fois dans un déséquilibre, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir. Puis après, j'aimerais ça aussi qu'il y ait des discussions, que là, je comprends qu'avec le hybride, ça se peut que ça ne soit pas aussi, comment je pourrais dire, facile. Mais j'aimerais ça, parce que moi, j'aime ça quand c'est des conférences interactives. J'aime ça pouvoir aussi entendre votre point de vue, parce que votre situation aussi à vous, elle compte. Puis des fois, d'avoir des stratégies vraiment plus personnalisées, ça peut servir. Alors, avant de pouvoir vous partager, je vais vous dire un peu je suis qui, moi. Là, j'ai mis des photos de moi. Là. Ben oui, parce que moi, je viens d'une famille de 9 enfants. Je suis la plus jeune, puis ma mère est en chaise roulante depuis que je suis née. Alors, sans le savoir, je suis devenue proche aidante à l'âge de 8 ans. Jusqu'à l'adolescence, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'étais écœurée. Puis j'ai mis ma limite, parce que là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a aidé. Mais on a resté, si on veut dire, toujours proche aidant, on veut aider. Puis j'ai adoré quand même, mais ça vient avec beaucoup de défis. Jusqu'à temps que je suis devenue mère de 2 enfants. Et là, encore une fois, je suis devenue proche aidante parce que mes 2 jeunes filles, il y avait des intolérances alimentaires quand elles étaient jeunes. C'était pas, on ne l'a pas prévu. Et donc, ça a été tout pour moi des défis. En fait, ça a tellement été un grand défi pour moi, cette partie-là de ma vie, que j'en ai perdu ma santé mentale. Il a fallu que j'aille me ressourcer, que j'aille me rétablir, que j'aille chercher des outils partout autour parce que moi, j'étais écroulée. Je n'étais plus en mesure d'aider l'autre personne. J'avais tellement donné aux autres que moi, je m'étais épuisée. Comme, des fois, je donne souvent un exemple, comme un compte en banque. J'ai tellement donné des dépenses pour les autres, puis je n'avais pas de revenus à moi qui rentraient. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait faillite. C'est logique. Hein? Fait que moi, c'est ça mon histoire. Je me suis reconstruite. J'ai cherché tous les outils possibles dans des thérapies, des groupes de soutien, dans des organismes. Et donc, aujourd'hui, c'est comme un amalgame de tous ces outils-là. Je suis devenue intervenante par la suite pour Santé mentale Québec Rive-Sud. Ça va faire 3 ans que je donne des conférences pour eux. Animatrice, maintenant directrice aussi de Santé mentale Québec Rive-Sud. Alors, pour moi, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je pense qu'autant au niveau de la santé mentale que pour les proches aidants, je ne vais pas dire que je suis experte, mais je m'y connais dans la matière. Alors, aujourd'hui, vraiment, c'est un plaisir d'être là. Alors, j'ai dit un peu de théorie. Donc, c'est quoi la santé mentale? Bien, c'est un équilibre dans toutes les différentes sphères de notre vie. Moi, je vois ça comme jongler. C'est comme de jongler avec les différentes sphères. Là. On a notre sphère personnelle, sociale, émotionnelle, mentale. Dans notre sphère à nous, il y a comme le nous, les émotions, notre stress, tous nos loisirs, qu'est-ce qu'on aime. On a aussi tout avec les autres. Quand on est proche aidant, avec l'autre personne qu'on aide, elle prend une grande sphère aussi dans notre vie, une grande place. On a aussi, des fois, notre travail en plus de ça. Donc, il y a différentes sphères qu'on a besoin de jongler avec. Des fois, on se l'entend, c'est pas toujours facile de jongler avec tout ça. Hein? Quand on n'est pas encore maître à tout jongler et à s'adapter, c'est un équilibre qui est dynamique. Donc, ça varie dans le temps. Il y a des moments que ça va être plus facile, il y a des moments où, oups, hey, celle-là était difficile. Ce qu'on veut éviter, c'est de tout laisser tomber les sphères. Hein? Puis que là, ouf, on est comme plus fonctionnel parce qu'on n'arrive plus à être dans aucune de ces sphères-là parce que nous, on n'est plus bien. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. On veut être capable de maintenir l'équilibre. On veut être capable de dire, oups, attends, là, il y en a trop. Je vais déposer une sphère de côté, prendre une pause. On continue à m'adapter avec ce que j'ai. Puis après, on va reprendre cette sphère-là. Ça a-tu du sens, ça, pour vous? Hein? On est comme un soleil qui est comme des planètes qui tournent autour.
Bon, bien, les autres, c'est les planètes, puis nous, c'est le Soleil. Il faut qu'on brille, il faut qu'on pense à soi. On n'est pas habitué en tant que proche aidant de penser à soi. Non, fait qu'on va parler de ça aussi aujourd'hui. Alors, notre santé mentale, dans le fond, c'est influencé par plein de choses. Autant nous, à l'intérieur, comment on perçoit les choses, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi nos besoins, notre personnalité même. Et aussi l'extérieur qui influence notre santé mentale, notre environnement, nos conditions de vie. On s'entend que dans la pandémie, dans la dernière année, les conditions de vie ont peut-être été défavorables pour notre santé mentale. Et on va voir pourquoi tantôt. Mais justement, ça peut influencer. Donc, c'est de prendre tout ça en compte quand on observe, nous, notre santé mentale, puis de se poser vraiment la question, comment on va? On se pose souvent cette question-là, comment on va? Certainement pas avec cette grille-là. Hein? Non. Y en a-t-il ici qui ont déjà vu la grille par main levée? Oui, il y a quelqu'un déjà. Hein? Moi, là, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est donc bien beau, ça! Hein? » Ça permet de se situer au niveau d'un continuum. Parce que la santé mentale, ça fluctue, hein, je l'ai dit, ça fluctue dans le temps. Fait que là, pendant que je parle, vous êtes en train de regarder dans quelle zone vous vous situez. Hein? Êtes-vous plus dans le vert, jaune? Ben non, parce qu'on ne reste pas tout le temps juste dans le vert, on n'est pas tout le temps juste dans le jaune, on n'est pas tout le temps juste dans l'orange ou dans le rouge, on peut fluctuer. Fait qu'est-ce qu'on est plus dans l'orange-rouge? Oups! Hein? Ça, c'est comme une lumière, un stop. Si on est dans le rouge, ça nous dit, on a peut-être besoin d'un temps d'arrêt, de déposer. Non, on ne va pas déposer le micro. De déposer certaines sphères pour être capable de reprendre le dessus, hein, sur une sphère à la fois. Si on est dans l'orange, c'est quoi? La sphère, elle ne veut pas toujours qu'on arrête. Hein? Oh, et ça, c'est le défi des proches aidants. Le plus gros défi, cette sphère-là, elle reste. Comment faire pour être capable d'avoir encore de l'énergie, la motivation, aussi, hein, c'est pas là, la motivation, pour être capable d'aider dans cette sphère-là. On va en parler de ça. Parce que ça, c'est un défi. Tu sais, là, on parle de la santé mentale, mais ça, c'est un défi propre aux proches aidants. Exactement. C'est ça qui est le plus difficile. C'est comment maintenir cet équilibre-là quand des fois, il y a un déséquilibre ici avec une autre sphère. Hein? Ça peut nous amener. Fait qu'on va voir tous les facteurs qui peuvent nous amener à un déséquilibre avec cette sphère. Avec la sphère quand on est dans une relation de proche aidant. Alors, par lever de la main, il y en a qui s'identifient plus dans le vert jaune, c'est-à-dire ça va bien. Oui. Il y a des journées que ça va un peu moins bien, mais ça va bien. Par lever de la main. OK, parfait. Donc, on voit qu'il y en a environ quelques-unes pour les personnes qui sont à l'écran. Donc, il y en a environ 7. Et je compte vite. OK. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui s'identifient plus dans le jaune-orange? C'est-à-dire, oups, il y a peut-être la lumière jaune qui dit de ralentir. Lever de la main? Oui, exactement. Il y en a peut-être 11, 12. Hein? Puis, il y en a-tu qui se trouvent dans la zone orange-rouge? Là, c'est comme un temps d'arrêt. Oui. Hein? Il y en a 3, là, 4. Hein? On peut se situer dans des zones différentes, puis des fois, on se ramasse dans beaucoup plus de détresse. Plus on avance dans le rouge, plus il y a de la souffrance. C'est pas le fun, ça. On n'aime pas ça. Le sentiment de mal-être, la détresse, la souffrance. C'est pour ça que vous êtes ici, hein? C'est pour être capable de prévenir aussi d'aller vers ça ou de rétablir si vous êtes là-dedans. Puis d'être capable que si vous êtes dans le jaune, bien, pas d'aller vers le rouge, mais d'aller plutôt vers le vert. Parce que peu importe la zone dans laquelle on se situe, c'est de se donner les moyens pour être capable de tendre une journée à la fois vers le vert. Est-ce que le cheminement se passe du jour au lendemain? Non, pas nécessairement. Comme le cheminement pour descendre la pente, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais le cheminement pour la remontée non plus. Mais c'est une question de tous les jours. Hein? On a tout le temps des hauts et des bas. Plus on sait exactement ce qui nous amène à descendre vers le bas, plus on est capable de prendre conscience avant que ça nous amène trop creux. Vous êtes d'accord là-dessus? Puis si on sait qu'est-ce qui nous aide à être capable de remonter, on est capable de remonter plus vite avant d'atteindre le trop creux. Tout le monde est d'accord là-dessus? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des 3 facteurs de compensation. Le pire, c'est que j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça dans mes cours, mais j'adore ça. Pourquoi? Parce que ça l'explique avec 3 choses. Comment est-ce que ça peut influencer positivement ou négativement notre santé mentale? Alors, déjà là, ça, c'est des stratégies. La première chose, c'est notre soutien situationnel. Vous êtes le soutien de quelqu'un d'autre. C'est qui votre soutien?
En avez-vous? Autour de vous, là. Avez-vous des personnes sur qui vous pouvez compter? Ah, j'ai dit, on dépense envers les autres. C'est qui nous donne le revenu à nous? Hein? C'est qui nous en donne? C'est bien beau, là, nous aussi, là, on peut faire des choses pour soi, mais d'avoir un soutien, là, c'est primordial. C'est pas pour rien qu'il y a des ressources qui existent. Mais des fois, c'est aussi d'avoir des amis, des collègues, de la famille. Par lever de la main sur votre paume, des fois, il y en a qui se rendent à 2 mains. Il y a combien de personnes sur qui vous pouvez compter quand ça ne va pas bien, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez vous sentir vous-même, avec qui vous vous sentez bien, puis avec qui vous êtes honnête et intime avec eux. Là, je ne parle pas de l'intimité au niveau sexuel. Je parle de l'intimité au niveau émotionnel. Que vous pouvez être intime avec eux, leur partager comment vous vous sentez. Par lever de la main, en montrant les doigts, 2, 1, 5, ça c'est bien. 4, 2, 5, 6, super, 3. Vous les chérissez beaucoup, hein, ces personnes-là. Est-ce que vous leur dites à quel point ils sont importants pour vous? Oui. Parce que ça, quand on a ça, c'est comme un pilier. Dessus, là, un petit banc. C'est comme on a déjà une patte quand on a ça. Puis plus on a de soutien autour de nous, au niveau formel, hein, donc ça peut être aussi des intervenants, des ressources, etc. Si on n'a pas un gros réseau qui est informel au niveau des amis et tout. Fait que si on a ça, on a comme une patte du tabouret déjà réglée. Okay? La deuxième chose qu'on peut travailler, puis là, ce que je veux dire, okay, attends, je vais revenir dans le soutien parce qu'il y a quelque chose d'important. Là, on parle de si on l'a, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe si on ne l'a pas? Oui, c'est vrai, parce que des fois, si on a besoin de soutien et on ne l'a pas, ça peut mener vers la détresse. Mais ce n'est pas juste ça. Des fois, on a des personnes autour de nous, mais ça nuit. Il y en a-tu autour que ça aussi? Ce n'est pas du soutien, c'est des bâtons dans les roues des fois. C'est des personnes qui sont en désaccord avec ce qu'on veut. C'est des personnes qui vont, comment je pourrais dire, ça peut être, on va dire, toxique pour nous. Ça peut même avoir de la violence psychologique, verbale, autre. Là, on pourrait rentrer dans tout un autre sujet. Mais il y en a-tu avec qui on ne se sent pas bien, mais qu'on côtoie pareil? Par lever de la main, il y en a-tu dans votre entourage? Hein? Plus vous avez ces personnes-là, plus vous avez besoin des autres qui vous font du bien pour compenser. Parce qu'à un moment donné, oups, si ça penche à la balance vers quelque chose qui est négatif, bien, on descend la pente. Ça a-tu du sens, ça, pour vous? C'est simple, hein, des fois. C'est simple. Mais quand on le sait, yes, on peut miser là-dessus. Fait que la deuxième chose, la perception. La perception d'une situation. On a compris que ce n'est pas un événement en tant que tel qui nous fait mal ou qui nous fait souffrir. C'est notre perception de la situation. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, on vit un deuil, on a tous des deuils à vivre dans notre vie, okay? Peu importe le type de deuil. Mais si on vit un deuil, on peut soit être dans la résistance ou dans l'acceptation. Fait que si ma perception, c'est « ça n'aurait pas dû arriver, pourquoi ça arrive à moi, je ne comprends donc pas, c'est injuste, là, c'est la fin du monde, je vais me retrouver toute seule, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire sans l'autre personne. » Oups! Là, on se sent impuissante, dans la détresse. Est-ce que vous voyez comment que la perception de la situation va m'amener vers un déséquilibre? Versus si je me dis, oh my gosh, j'ai de la misère à accepter ça, c'est vraiment triste, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'être entourée de gens, je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais je vais y aller une journée à la fois. Écoute, je vais respirer, puis c'est ça, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, je vais aller me chercher du soutien autour. Y a-t-il une différence entre les deux? Il y en a un que ça va amener une contraction, puis l'autre, il y a de l'inconfort pareil. Il y a de la souffrance pareil. Mais ça ne fait pas aussi mal. Hein? Est-ce que cet exemple-là, ça vous parle? Fait que ça, c'est pour la perception. Donc, c'est notre façon de percevoir. Qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête? C'est quand? Tu sais, notre hamster, il roule tout le temps, là, tout le monde est d'accord là-dessus. Là. Mais c'est quand on l'écoute, notre hamster. Bien, quand on regarde notre perception, c'est le temps de l'écouter, notre hamster. Parce que c'est lui qui va nous dire comment on perçoit la situation. Puis si on en prend conscience, c'est là qu'on peut essayer de changer comment on perçoit la situation. Est-ce que c'est facile de changer notre perception? Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis en train de dire que c'est faisable. C'est faisable, puis il y a des ressources. Pour ça, je vais pouvoir en parler plus tard. Alors, ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est les mécanismes d'adaptation. Ça, c'est comme nos stratégies qu'on utilise de façon habituelle. Fait encore une fois, je peux avoir des stratégies d'adaptation qui sont fonctionnelles pour moi, qui sont adaptées à la situation. Puis il y en a d'autres que, oups,
c'est moins adapté. Je vais prendre le même exemple du deuil. Okay? Si, par exemple, je vis un deuil, puis que moi, mon mécanisme, c'est d'aller me saouler, c'est d'aller me geler parce que je n'ai pas envie de ressentir la souffrance, puis c'est de m'isoler. Oups, là, je suis en train de perdre un soutien, je reste isolée, je ne vis pas mes émotions. On va le voir plus tard, là, que toutes ces choses-là, c'est aussi important. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que mon deuil, puis toute l'émotion, tout ce qui me gruge à l'intérieur, là, je parle d'un deuil, ça peut être la tristesse, ça peut être la rage, ça peut être la colère, ça peut être la peur. Hein? Toutes les émotions qui sont désagréables. Si on ne les vit pas, oups, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent de l'expansion. Puis à un moment donné, ça devient difficile à gérer. Il me semble que tout d'un coup, je parle dans le micro. Okay. Fait que ça, on veut éviter que ça prenne trop d'expansion. On veut être capable de gérer les choses au fur et à mesure. Ça, c'est des stratégies, on va aussi les voir plus tard. On va les approfondir un peu plus. Je ne peux pas m'approcher. Okay. Je vous aime bien, mais il faut que je garde une distance. Okay. Si j'ai un autre mécanisme d'adaptation, qui est plutôt de, justement, aller dans des groupes endeuillés, de n'en parler, de pleurer, d'écrire, de pouvoir libérer ces choses-là, de pouvoir aller me ressourcer, aller prendre des marches, aller voir des personnes, aller sortir dans des endroits de me divertir de d'autres façons, de me nourrir, de me ressourcer, au lieu de m'encavaner. Est-ce que ça va m'aider? Oui. Fait que ça, c'est toutes des stratégies de savoir qu'est-ce que moi je fais. Ça m'aide. Je me sens-tu bien avec ce que je fais? Et des fois, on se sent bien sur le moment. Comment, oui, moi, je procrastine, je suis en train de faire quelque chose. Je fais autre chose. Je me sens bien sur le moment. Comme quelqu'un qui va prendre un verre d'alcool. Ça se peut que sur le moment, ça détend. Mais le problème, c'est que si c'est ça tout le temps, si c'est ça trop, à un moment donné, ça crée une autre problématique. Donc, c'est de voir est-ce que nos stratégies d'adaptation que chacun utilise sont efficaces. Quand on est stressé, parce que ça vient avec beaucoup de stress, toute cette surcharge de mental-là, cette charge émotionnelle, cette charge physique-là, surtout quand on est proche aidant, parce qu'on a beaucoup de responsabilités, des obligations des fois, puis il faut être capable de pouvoir rebondir rapidement des situations, on va dire comme ça. Fait que plus qu'on a de stratégies efficaces, plus on est capable de rebondir quand on est en train de descendre la pente, on fait « Oups, attends, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné », on va être capable de remonter. Fait que ça, c'est pour les facteurs de compensation. Et okay. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours lever votre main. Sinon, ça peut être aussi à la fin, on va pouvoir apporter le micro si vous voulez. Okay. L'autre chose, c'est les besoins psychologiques. Les besoins psychologiques, on en a aussi 3 primaires. La compétence. Ça vous a déjà arrivé, vous, en tant que proche aidant, tout à coup, vous devez aider l'autre personne, vous ne savez pas comment, vous vous sentez impuissant, vous n'avez aucune idée, ce n'est pas dans votre ressort, vous ne savez pas par où commencer. Ça vous est déjà arrivé, ça? Hein? Ouais. C'est qui a envie d'aller travailler à tous les jours puis faire face à l'échec? Personne. Mais c'est la même chose. Si on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment, puis qu'on ne se sent pas compétent, ça va nous amener vers un déséquilibre. Bon, une des stratégies pour ça, c'est d'aller chercher soutien à l'extérieur pour être capable d'acquérir la compétence. Comme moi, par exemple, avec les intolérances alimentaires de mes filles, ça a été très long, très difficile. Il a fallu que j'apprenne à cuisiner du sans gluten, sans soya, sans légumineuses, sans la liste, elle ne finissait plus. Hein? C'était juste des sangs. Il fallait tout que je les enlève. Et ça a été tellement difficile, ça demande énormément d'adaptation. Donc, en tant que proche aidant, ça nous demande beaucoup d'adaptation et d'énergie pour être capable de s'adapter à la situation, aux besoins de l'autre personne aussi. Non, il n'y a pas de quoi. C'est peut-être pas à la place. Alors, ça, c'est un des besoins. L'autre, c'est l'autonomie. Okay? On a tous besoin. Fait que quand ces besoins-là sont répondus, okay, on se sent bien. Fait que là, aujourd'hui, c'est de trouver des moyens pour se sentir bien, mais quand ces besoins-là sont répondus, on se sent bien. Donc, si dans les différentes sphères de notre vie, là, on peut regarder vraiment là. Oui, ça peut être la sphère avec le proche aidant, mais ça peut être aussi dans les différentes sphères de notre vie. De pouvoir se sentir nous-mêmes, de pouvoir faire des choix, de se sentir libre. Pas de faire les choses par obligation, mais parce que nous, on souhaite aussi. Ça aussi, ça fait une différence. Ça fait une différence, et tantôt on dit, oh, mais qu'est-ce qui arrive si genre, on ne veut plus et que ça ne part pas cette sphère-là? À l'intérieur, ça se peut que la perception qu'on a de la situation, ça nous amène de la souffrance. Hein? Parce qu'on se sent dans l'obligation au lieu d'être
de le faire par amour, ou parce qu'on a l'énergie pour le faire, ou parce qu'on a envie de soutenir l'autre personne. Ce n'est pas du tout la même chose. On va voir après c'est quoi les sources de motivation. Mais de pouvoir se sentir bien d'être soi, ça, c'est un besoin qu'on a, libre d'être soi. C'est pour ça aussi c'est important d'avoir les personnes autour de nous avec qui on peut se sentir bien. Comme ça nous permet d'avoir au moins un milieu dans lequel on est, que ça remplit ce besoin-là. Parce que si ce besoin-là, il n'est pas là, il n'est pas comblé, puis au contraire, au lieu, mettons, j'ai envie de dire non, mais je dis oui. Ça se peut que ça m'amène vers le déséquilibre. Surtout si je le fais à répétition, puis que ça devient un pattern. Puis qu'après, j'en veux à l'autre personne, parce que l'autre personne n'arrête pas de faire des demandes, alors que moi, j'aimerais ça dire non, mais je n'arrive pas à mettre mes limites. Y en a-tu qui s'identifient dans ce pattern-là? Ouais. On est tous humains. Moi aussi, je m'inclus là-dedans. Là. J'ai passé par là. Alors oui, d'apprendre à dire non et de mettre nos limites, c'est une stratégie. Est-ce facile? C'est un apprentissage. Une leçon de vie, souvent, je dis. Des fois, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de mettre les limites? Parce que si je ne mets pas mes limites, je fais faillite. Hein? Fait que mettre ses limites avant de tomber en faillite. Je dirais même avant. Plus on est à l'écoute de nos limites, moins on a besoin de souffrir pour être capable de changer. Parce qu'on fait comme, oups, puis nos limites, là, c'est nos limites physiques, cognitives, émotionnelles. Hein? On en a plein de limites. On pourrait extrapoler aussi là-dessus. À un moment donné, si nous, physiquement, on n'arrive plus, on est fatigué. On ne peut plus. Si on doit encore, bien là, il faut se trouver des stratégies pour être capable de le faire. Comment est-ce qu'on va se ressourcer? L'affiliation, mais c'est encore créer des liens. Là, vous voyez que je vous montre différentes choses. Comme là, c'est les facteurs psychologiques. Ça revient un peu à les facteurs de compensation. L'affiliation, c'est notre sentiment de pouvoir faire partie d'un sentiment d'appartenance, d'avoir encore des liens. Ça reste ça, notre soutien, avoir des liens. C'est important, c'est un besoin primaire qu'on a. Si on n'a pas ça, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que les personnes que vous soutenez sont encore peut-être en bonne santé mentale, c'est parce que vous faites une différence énorme dans leur vie. Alors, laissez d'autres personnes faire cette différence-là dans la vôtre. Des fois, je ne sais pas s'il y en a aussi qui, des fois, ils ont le blocage d'accepter l'aide. Y en a-tu qui ont ce blocage-là? Ne pas être capable d'accepter l'aide de les autres, ils sont comme non, moi, je suis capable de faire tout de ça. Je suis capable qu'à un moment donné, non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Puis c'est quand ça ne marche plus, finalement, des fois, c'est une bonne chose de se ramasser dans une zone où est-ce qu'on souffre. Parce que c'est quand on souffre qu'on choisit de changer, parce qu'on n'est plus bien. Fait qu'il faut le prendre positivement. Notre santé mentale, finalement, c'est comme un GPS. Ça nous indique il est où notre chemin, puis à un moment donné, quand on est perdu, on a besoin de retrouver notre chemin. Ça vous parle-tu, tous ces exemples-là? Super. Fait qu'on va continuer avec le micro très loin. Donc là, je vous ai dit que j'allais parler aussi des sources de motivation. Comme je vous ai dit, c'est vraiment plein de théories. Ça vient vraiment de la théorie de l'autodétermination que j'ai entendue d'un psychologue dans une des conférences qui a été donnée avec le Mouvement Santé mentale Québec. Et j'ai adoré ça. Puis là, c'est sûr que je ne rentre pas en gros détail là-dedans. Mais au final, il y a comme deux types de motivation. Soit que ça vient de l'intérieur, soit que ça vient de l'extérieur. Tu sais, quand c'est imprévu et que ce n'était pas voulu, pas sûr que ça vient de l'intérieur, la motivation. Quand ça vient de l'extérieur, c'est extrinsèque. Puis là, ça marque orgueil ou par obligation. Dans le fond, c'est comme si on le fait pour les mauvaises raisons. On le fait parce qu'on est obligé. On le fait parce que, on veut se sentir utile et on a besoin de la reconnaissance de l'extérieur. Le problème avec ça, au début, c'est le fun. La personne nous donne la reconnaissance. Mais qu'est-ce qui arrive quand ça ne fait pas son affaire? Puis que là, on n'a plus la reconnaissance de l'autre personne. Et là, au contraire, on peut avoir des critiques. Puis là, ça vous est déjà arrivé, vous, de faire comme après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ça que tu me dis? Hein? Il y en a-tu qui s'identifient dans ce pattern-là? Hein? Facile, hein, tomber dans les patterns? Que toi, pas, je les ai toutes faites. C'est pour ça que je me suis ramassée dans le rouge. Fait que, oui. Donc, de pouvoir le faire, de se poser vraiment la question, pourquoi je fais ça? Je fais ça par amour ou je fais ça parce que je suis obligée de le faire? Si je suis obligée de rentrer travailler tous les matins, me rentrer de reculons et que mon énergie, elle ne sera pas super agréable. Ça va me demander de l'énergie. C'est comme si j'essaie de nager à contre-courant. Ça demande pas mal plus d'énergie que si je go with the flow. Hein? Si je vais dans le courant, là, puis que je vais avec qu'est-ce que je ressens, j'ai du plaisir à aider. Parce que pour moi, là, c'est comme c'est agréable, c'est ce que je souhaite, j'aime ça,
ça me donne un sens à ma vie, je me sens utile, c'est ma mission, je veux aider, je veux contribuer, je veux faire une différence. Y en a-tu là-dedans qui s'identifient soit dans une motivation extrinsèque ou intrinsèque? Fait que par lever de la main, les personnes qui le font pour une motivation qui est extrinsèque, ça veut dire que ça ne vient pas d'eux. Ils n'ont pas autant l'élan de vouloir le faire. S'ils avaient le choix, ils ne le feraient pas. Hey, c'est un indice, ça. OK? Y en a-tu par lever de la main? C'est tout bon, on n'a pas besoin d'avoir honte. Hein? OK? Fait que ça, c'est un défi encore plus grand. Parce que, étant donné que ça ne part pas de nous, à un moment donné, ça nous ronge à l'intérieur. On peut vivre du ressentiment, on peut vivre de la culpabilité parce que ça ne nous tente pas. On peut même, moi, je me souviens quand j'étais jeune avec ma mère, moi, je l'avais faite, puis c'était vraiment, ouais, dans ce moment-là, c'était vraiment comme par amour et tout, mais ma soeur était obligée, et quand elle disait non, elle se faisait traiter de 5 heures. Pas le fun, ça. La personne, elle reste dans les besoins, mais ça se peut que des fois, elle utilise des tactiques de manipulation pour être capable d'avoir ses besoins répondus, puis des fois, elle, ça dérange. Ça ne nous tente pas. Est-ce que la personne est plus sans cœur juste parce que ça ne tentait pas? Non. Est-ce qu'on a le droit de ne pas vouloir? Oui. Est-ce qu'il faut se donner ce droit-là de ne pas vouloir? Oui. Après, c'est savoir qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui se passe si je le fais? C'est quoi les conséquences? Puis comment est-ce qu'on peut naviguer à travers tout ça? Parce qu'il y a bien des obligations dans la vie que moi, ça ne me tente pas de faire, comme payer des factures. Mais il y a des choses, il n'y a pas le choix. Hein? Et ça me donne d'autres privilèges. Fait que des fois, c'est de regarder, y a-t-il du sens que je peux donner à la situation? Fait que ça, on changerait au niveau de notre perception. Si on n'est pas en mesure de dire non officiellement, de mettre de côté cette sphère-là, comme on a dit, ou des fois, c'est une impression d'obligation. Des fois, on a l'impression qu'on est obligé, mais qu'au final, on pourrait ne pas. Moi, ma soeur, elle a hébergé ma mère pendant environ 15 ans, après que mon père ait décidé de dire non, je ne suis plus capable, j'ai besoin de repos. Et ça l'a séparé le couple. Parce que ma mère, elle n'était pas capable de penser à l'idée d'aller dans un centre. À ce moment-là, pour elle, sa perception, c'était la mort d'aller dans un centre. Finalement, c'est ma soeur qui l'a hébergée pendant environ une dizaine d'années. Jusqu'à récemment, environ 1 an, elle a eu une crise d'ACV et ça l'a amené après plein d'anxiété et autres. Puis à un moment donné, c'était trop pour ma soeur, puis elle s'est dit, moi, je ne peux plus. J'ai besoin d'aller dans un centre. À ce moment-là, ma mère était plus apte à pouvoir aller. Finalement, aujourd'hui, elle est heureuse d'être au centre. Elle dit que c'est la meilleure chose de toute sa vie. Pendant 35 ans, elle nous disait qu'elle refusait d'aller là-bas, que ça serait la mort, qu'elle ne pourrait manger rien de santé. Toute sa perception, là, wow! Ouais. Fait que, tu sais, des fois, les autres, ils disent qu'ils ont besoin. Oui, et des fois, nous aussi, on a des besoins. Hein? Puis, des fois, ben, c'est de se mettre en priorité et de voir, ben, oui, bon, il va y avoir des conséquences, mais de prendre ce risque-là. Parce que sinon, c'est quoi le risque? C'est notre propre santé mentale. De toute façon, si nous, on dit souvent ça dans l'avion, là, on doit mettre le masque d'oxygène à nous avant de le donner à quelqu'un d'autre. Hein? Mais c'est la même chose. C'est que si nous, on n'a plus de masque d'oxygène, comment tu veux qu'on aide d'autres personnes? Fait que, tu sais, cette personne-là, si elle ne respecte pas nos limites, ben, c'est un peu difficile, mais à un moment donné, on ne sera plus là. Okay? Fait que c'est de faire comprendre ça. Des fois, ça va être dans la communication. Hein? Ça aussi, des fois, c'est un autre défi, la communication. Hein? Donc, il y en a-tu ici? Fait que là, j'en ai eu comme quelques-uns qui ont dit que ça venait d'une motivation extrinsèque. Ça veut-tu dire que toutes les autres, c'est comme, oh, moi, je le fais par plaisir, et par sens, et par amour. Levez de la main, ceux qui s'identifient à ça. Oh! C'est drôle, il y a comme personne qui a la main levée. Ça, c'est pour vous que je le dis aux hommes. Ah oui, il y a une personne qui a la main levée, donc par amour, super. Mais ça veut dire que, des fois, il y a comme un entre-deux. Hein? C'est comme, je fais un peu par obligation, certaines journées. Puis il y a certaines journées que ça me dérange moins. Ça veut dire qu'il y a certaines actions que vous faites en tant que proche aidant qui vous font plaisir, puis il y en a d'autres qui, excusez-moi mon langage, vous font chier. Qui vous dérangent, que vous n'aimez pas. Est-ce que ça se peut, ça? Que ça ne vous tente pas de faire. Moi, j'appelle ça des tâches rouges. Des tâches que tu es comme, j'ai juste envie de procrastiner, ça ne me tente pas de me lever le matin de mon lit, puis j'ai pas envie d'être là. Hein? On n'a pas. Puis après, il y a des tâches jaunes, on est comme, ça vient avec le package.
faut que je le fasse, c'est correct. C'est pas la fin du monde. Après, il y a ceux-là, c'est comme ça me fait vraiment plaisir. Fait que c'est d'identifier c'est quoi nos tâches rouges. Comme par exemple, ma soeur, elle, se disait, moi, me lever la nuit pour changer la couche à ma mère, c'est non. J'ai besoin de dormir, j'ai 4 autres enfants à m'occuper dans la journée. Je ne suis pas capable de mettre nos limites par rapport à ces tâches rouges-là. Ah, bien, tout à coup, parce qu'elle, elle était capable de mettre la limite, et ma mère a dit, ah, bien, on pourrait mettre comme une double couche. Tu sais, double épaisseur de couche la nuit pour qu'elle puisse faire sa nuit. Ah. Tout à coup, il y avait une solution. Quand on nomme pas la problématique, il n'y en a pas de solution. Parce que ce n'est pas les autres qui vont voir le problème. Le problème, s'il vient à l'intérieur et ça gruge, c'est que le problème, c'est nous qui l'avons. Donc, c'est à nous de le régler. C'est à nous de trouver, de le nommer, et ensuite, idéalement, de trouver avec l'autre personne une solution. Ça vous parle-tu, ça? Oui. Alors, ça, c'est pour les motivations. Donc, là, on va parler un peu, c'est toutes des petites, on va dire, des petites causes qui peuvent nous amener, un peu des petits patterns. Il y en a déjà que j'ai déjà mentionné, mais on va les regarder ensemble. Donc, s'oublier, se négliger. Je l'ai parlé un peu tantôt, là, c'est-à-dire qu'on donne tout à l'autre personne, puis après, il ne reste plus rien pour nous. Y a-t-il un équilibre là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi? Comment est-ce qu'on peut faire pour se mettre en priorité? Pour ça, il faut être capable de s'aimer assez pour se dire, moi aussi, j'ai de la valeur. Moi aussi, je compte. L'autre personne, elle a des besoins. Moi aussi, j'ai des besoins. Est-ce que ces besoins sont plus urgents, importants que moi? Bien, des fois, peut-être plus urgents dans certaines situations, mais plus importants, non. Est-ce que ça se peut que des fois, en tant que proche aidant, on fait ouf, il me semble qu'en ce moment, je ne le ferai pas, mais OK, je vais le faire pareil. Mais ça ne veut pas dire que notre besoin, il disparaît. Après, il faut revenir à ce besoin-là et en prendre soin. Comment est-ce qu'on fait pour identifier notre besoin? Et d'identifier comment on se sent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit quand c'est rouge? Oh, il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé. Et ça nous dit, oh, il y a peut-être un besoin qui n'est pas répondu. Donc, on peut se poser la question, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Si on ne le sait pas, si des fois on a des blocages à mettre en place des stratégies, il ne faut pas hésiter d'aller demander de l'aide, du soutien à l'extérieur. Des fois, là, de déchiffrer, on n'a pas été habitué de se dire, de quoi j'ai besoin, moi, aujourd'hui? Et puis, quand on se pose cette question-là, bien, moi, je me la pose maintenant. C'est ça qui fait en sorte que je réussis à rester dans le vert jaune. Je vais être honnête, là. Je vais aussi dans le jaune. OK? Ça m'arrive des fois aussi d'aller dans l'orange. Ben oui, on est tous humains. Mais ça me permet de revenir dans le vert. Parce que de me poser la question, j'ai besoin de quoi aujourd'hui? Des fois, là, j'ai besoin de ventiler. Des fois, j'ai besoin de chanter, danser, bouger, me divertir, prendre un bain, me ressourcer, aller sortir, faire autre chose que d'être dans la situation. Sortir, de ne pas être toujours avec la personne. Oui, avec mes enfants, c'était ça. Je devenais étouffée. Y en a-tu qui vivent ça? Un sentiment d'étouffement? Oui. Comme si là, on se sent envahi par les besoins de l'autre personne. Tu sais, avec les enfants, je comprends que moi, en plus, il y avait un défi, mais même en tant que parent aussi, c'est les demandes, ils ne cessent pas. Fait que c'est à nous de dire non. Stop. La personne, elle va s'ajuster. Il faut avoir confiance aussi que l'autre personne va être capable de s'ajuster. Puis que s'il y a un dérèglement qui se fait au niveau des deux, parce que l'autre personne n'arrive pas à s'ajuster, d'aller chercher du soutien extérieur. On est-tu obligé de tout résorber toute seule? Non. Ce n'est pas un défi normal de la vie de devoir s'occuper, des fois, à temps plein de quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas partie de notre développement normal en tant qu'humain. C'est comme un extra, c'est un bonus. Mais c'est un défi. Pour être capable de relever le défi, entourez-vous. Je ne le dirai pas assez souvent, je pense, ça, ce soir. Mais oui, des ressources. S'il y a une surcharge de travail, comme je disais, là, dans le sens que si c'est toujours des demandes, etc., mais de reconnaître nos limites. Excusez. D'être capable de reconnaître à l'intérieur de moi, là, c'est où que ça fait je veux pas. Puis j'agis vraiment comme un petit enfant, oui. C'est parce que c'est ça à l'intérieur. On a comme un petit enfant à l'intérieur qui est comme c'est non.
En fait, on devrait apprendre à s'affirmer comme à 2 ans. C'est non, je ne veux pas. Ou de dire plutôt, avec beaucoup de tact, je voudrais, mais moi, mes limites ne me le permettent pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution autre pour que tes besoins soient répondus et les miens puissent être respectés? Ça a du sens, ça? De pouvoir le nommer, de dire à la personne, ça, je peux pas me lever la nuit. Je peux pas faire 40 heures semaine. Je peux pas aller te parler à tous les jours. Je peux pas, tu comprends, de mettre des limites. De dire, bien, moi, je peux te donner ça de mon temps. Moi, je peux te donner ça de mon énergie. De dire, en ce moment, je suis vidée. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me remplir. Après, je vais être disponible. Présentement, je suis indisponible. Moi, je dis souvent, je suis comme, j'ai un stop sign dans ma tête. Je suis comme, désolée, je suis hors service. Quand je vais revenir en service, je vais venir te revoir. De prendre des pauses de cette charge-là. Y en a-tu ici qui prennent des pauses par lever de la main? Oui, OK, quelques-uns. En différents types de pauses. Mais c'est toutes des façons, des pauses de notre charge de travail, okay? De nos obligations avec la personne qu'on soutient. Et aussi pour pouvoir se divertir, penser à soi, etc. Donc ça va, c'est tout dans le même concept de prendre soin de soi, de se connaître, d'être à l'écoute de soi. On est-tu habitué de ça? On est habitué d'être à l'écoute de l'autre. Hein? Puis des besoins de l'autre. Oui, j'ai quelqu'un ici qui a une question? Exact. Hein? Il y a quelqu'un ici qui dit, souvent l'autre ne veut pas qu'on se repose. Dans une dynamique, souvent de 2 personnes, il y a toujours une personne qui, d'emblée, là, va penser à l'autre en premier. Puis l'autre personne va penser à soi en premier. Fait que pour être capable de trouver l'équilibre, il faut que la personne qui pense toujours à l'autre commence à penser à soi. Puis il faut que l'autre personne qui pense toujours à soi commence à penser à l'autre. Fait que comment est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive, ça? 1, conscientiser l'autre personne, d'avoir une discussion avec l'autre personne, de lui expliquer, moi j'ai l'impression que mes besoins ne sont pas entendus. Ça, des fois, c'est une forme de communication qu'on n'a jamais. Hein? Des fois, c'est comme, ah, tu ne penses jamais à moi. Hein? On peut le dire avec beaucoup de frustration, surtout quand c'est accumulé. Mais quand on le dit de façon non violente, il y a même des ateliers hein, sur la communication non violente, la communication bienveillante qui nous permet de faire des demandes d'une façon qui va être au jet. Donc, c'est dans l'attaque de dire, tu ne me comprends pas, tu ne penses pas à moi. Non, le tu. Mais de dire, moi, j'ai besoin de repos. Entends-tu ce que je nomme? J'ai besoin de repos. Moi, je me souviens, là, au début, quand je le nommais, c'était avec mon ex-conjoint à ce moment-là. Il me disait, Angélique, on dirait que tu parles comme un robot. J'étais comme, oui, j'entends ce que tu me dis, parce que je voulais comme pas être déclenchée, puis je voulais vraiment comme être capable de parler au jeu. Je disais, j'entends ce que tu me dis. Pour moi, c'est vraiment important que je prenne 2 soirs par semaine à sortir de la maison pour que toi, tu puisses être en charge des filles, s'il te plaît. Puis si lui, il disait non, ben, je disais comme, papa, tu peux-tu, toi, y a-t-il quelqu'un d'autre autour, y a-t-il des gardiens, y a-t-il autre chose qui peut m'aider? Puis si la personne, elle ne veut vraiment pas, mais qu'elle a vraiment besoin de ton aide, c'est comme de dire, attends, des fois, c'est vraiment d'y mettre en pleine face, de dire, donc, tu es en train de me dire qu'à cause que toi, tu as vraiment besoin, tu m'empêches, moi, de me ressourcer. Donc, tu veux que j'aille plus d'énergie? Souvent, la personne va dire, non, c'est pas ça que je veux. Souvent, c'est pas ça. C'est juste qu'ils ont tellement peur de ne pas avoir leurs besoins comblés. Ils ont besoin, eux. Tu comprends? Puis ils ont peur, parce que s'ils dépendent que de vous, mais vous êtes devenus comme indispensables. Puis à partir du moment que vos filles sont comme, ah, j'ai plus mon oxygène. Bon, ben, c'est de trouver d'autres ressources à ces personnes-là. Pour pas que ça soit tout sur vos épaules. Un peu comme à la job. Tu sais, dans les pauses, il y a quelqu'un d'autre qui les remplace. Et c'est de faire la même chose avec la personne, de trouver d'autres ressources. Si c'est possible, là, je donne des stratégies. Ça se peut que ces stratégies-là, ils ne s'adaptent pas toutes à vos situations spécifiquement. Mais à date, c'est pas pire, ça s'adapte quand même à vos situations. Donc, d'être capable de se dire, je comprends que tu as besoin, puis tu as peut-être besoin en tout temps. Donc, je vais trouver d'autres personnes pour prendre le relais. Pour que nous, on puisse s'autoriser. Moi, c'est la même chose. Moi, mes enfants, ils ont encore autant de besoins. Moi, ma fille, maintenant, elle a un trouble du spectre de l'autisme. Elle en a plein de besoins. Ah oui.
bien, crée-moi que moi, j'ai besoin du répit. Puis je me dis, plus que tu as besoin, plus que moi, j'ai besoin. Fait que je me trouve des gardiennes, je me trouve des ressources autour de moi. J'utilise toutes mes ressources pour être capable. Puis je me dis, bien, dans le fond, eux, ils ont des besoins. C'est correct que ce ne soit pas toujours répondu par moi. Non, ça n'a pas besoin d'être tout le temps moi. Ça peut être quelqu'un d'autre. Puis ça, souvent, bien, si on a peur, si nous autres aussi, on est comme dans le contrôle, on est tellement habitués de toujours être là, on a peur que qu'est-ce qui arrive si l'autre personne ne le fait pas correctement. Là, c'est comme un blocage. L'anxiété, la peur nous empêche d'être capable de déléguer. La déléguer, là, elle fait du bien. Comme de lâcher prise. Elle fait, hey, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Oh, je peux aller penser à moi. Ça fait du bien fou. Plus on est capable de le faire, mieux on se sent. Moins on le fait, plus on se sent bien. Excusez, j'ai comme oublié le dernier mot. Et moins on le fait de prendre soin de soi, mais plus on se sent mal. C'est comme une équation. Moi, la santé mentale, c'est comme une logique mathématique. Je le vois presque comme ça. On s'entend, ce n'est pas de la mathématique. Mais au final, c'est ça. Y a-t-il plus de positif que de négatif? Y a-t-il plus de temps que je peux avoir du temps pour moi? Hein, c'est de faire ce calcul-là, là, chacun dans notre tête, où est-ce que nous, on se situe là-dedans? Hein, tantôt, on a parlé de la pression de l'extérieur, l'autre personne qui est comme, mais j'en ai vraiment besoin. Puis là, la pression, elle peut venir de plein d'autres façons. Là, la personne, elle peut chercher la manipulation, elle peut chercher à dire, mais là, tu ne penses pas à moi, qu'est-ce que je vais faire? Elle peut jouer dans le rôle de victime, elle peut dire, c'est ça, tu es égoïste, tu penses que à toi. Hein? Là, ça peut sortir en violence psychologique, encore une fois, parce que la personne, elle a peur. Mais on peut aussi apprendre à dire, non, là, ça ne me convient pas. Je me sens qu'il y a de la pression. Je n'ai pas envie de devoir être obligée de faire ça. J'ai nommé quelque chose qui c'est important pour moi. Ou l'affirmation de soi. C'est aussi quelque chose à développer. Être capable de s'affirmer, de dire, voici ma position par rapport aux choses. Cette pression-là, là, de dire, je ne la veux pas. C'est comme d'être capable d'être assez affirmé pour que les gouttes d'eau glissent comme sur un parapluie. Puis que cette pression-là, elle ne nous touche plus. Et ça, là, ça vient quand on se sent plus coupable de dire non. Quand on est comme, ben moi, je me respecte là-dedans. Puis à un moment donné, ça se fait. C'est un processus. Hein? Je ne pense pas que ça se fait un switch du jour au lendemain. Souvent, on fait un essai, puis on est comme, c'est pas résultat. Tu sais, la personne, là, quand on chante, on dit non la première fois, vas-tu aimer ça? Non. Non. Il n'y a jamais personne qui aime ça se faire dire non. Okay. Donc, elle ne va pas aimer ça. C'est déstabilisant. C'est inconfortable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein qui restent dans le même pattern. Puis que ça fait que ça continue. Parce que ça devient inconfortable de dire non et de faire face au jugement de l'autre personne. Hein? De faire face aussi à notre propre culpabilité. Est-ce que c'est facile de gérer tout ça? Non. Voyez-vous que vous avez des grands défis? Hein? Mais c'est comme vous les relevez un jour à la fois. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous démoraliser. Au contraire, c'est pour vous donner des outils. Il y en a vraiment plein. Environnement toxique. Okay? Ça revient encore aux mêmes choses là, au niveau de si la personne autour de nous, bien, la personne qu'on aide, elle devient justement violente psychologiquement, que ça nous brime dans notre estime. Mais d'aller chercher des ressources hein, au niveau de la violence, au niveau des lignes d'écoute, de pouvoir parler de ce qu'on vit, d'aller dans des groupes de soutien pour des proches aidants, de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même réalité. Des fois, on vit un soulagement, surtout si on n'est pas en mesure de tout de suite apporter des changements. Parce que oui, des fois, on a beaucoup de changements à faire, des fois, ce n'est pas juste un changement à faire. Des fois, c'est comme plusieurs. Il faut les prendre un à la fois, puis garder l'espoir que tranquillement, ça va aller mieux. OK, Jacob maintenant. Donc, c'est rendu. OK, 7h25. Bon, bien, manquer d'outils pour soutenir. Vous voyez, hein, ça a encore rapport avec le besoin de compétences. Si nous, on n'a pas les compétences pour aider la personne. Bon, bien, on peut aller chercher des outils, des formations, que ce soit de l'outiller au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, si on a besoin d'avoir des informations pour comment faire une rampe, pour comment ajuster notre maison. Ah, il y en a plein, là. Il y a plein de scénarios dans lesquels on doit s'ajuster. C'est quoi le matériel? Comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on adapte l'environnement à la personne autour de nous, notre logement, etc.
Il y a plein de défis qui viennent avec ça. Mais c'est d'aller chercher, encore une fois, des ressources. Est-ce que nous, on est supposé être des Superman et des Superwoman? Non, on est humain. Par contre, en étant humain, on a-tu le droit de se féliciter pour tous les efforts qu'on fait? Hein? Cette reconnaissance-là, là, elle est primordiale aussi. Je ne l'ai pas écrit là-dedans, fait que je vais la rajouter. Ah oui, j'ai quelqu'un ici qui pourrait parler. En fait, savoir son ces outils. Parce que pour une personne âgée, qui aide une personne âgée, souvent les outils, je suis vieux, mais tu as des très jeunes, tu as Internet, tout ça, des personnes âgées qui aident une personne âgée. Il y en a peut-être deux outils. Tu sais, les outils, c'est facile de dire, aller chercher des outils, quand tu es isolé, tu aides quelqu'un qui est isolé. Les outils, c'est plutôt aussi bien que ça Merci. Excellente question. Donc, je vais la répéter pour que les personnes sur Zoom puissent bien l'entendre. Oui, c'est parfait, ça? OK, super. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est bien beau, là, toutes ces belles stratégies-là, là, des outils, meilleure gestion des émotions, qu'on va les nommer tantôt, mais comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces outils-là quand nous, on est isolés et qu'on est en train d'aider quelqu'un qui aussi est isolé? Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces outils-là? Tu sais, tantôt, j'ai parlé de ressources. Mais je ne vais pas nous vanter, il y en a plusieurs, mais je vais parler de Santé mentale Québec-Rive-Sud. Oui, parce que chez Santé mentale Québec-Rive-Sud, c'est d'ailleurs aussi pour les aînés, en majeure partie, à tous les soirs, surtout, mettons, à partir de l'automne, à tous les soirs, tu as des groupes de soutien qui sont gratuits pour apprendre la CNV, la communication non violente. Donc, apprendre à faire les demandes, être capable de discuter, gérer les conflits, des relations tendues, on en parle là-dedans, là. Tout ça, OK, parce que des fois, oui, ça vient des tensions, puis des fois, ce n'est pas avec la personne, des fois, c'est avec son entourage. Ça vous aurait été, il y avait quelqu'un à un moment donné en accompagnant qui c'était ça. C'était comme je l'aime mon mari, mais que j'aime pas sa belle famille, ils mettent plein de bâtons dans les roues et ils me disent quoi faire. Fait que des fois, c'est avec les autres aussi qu'il peut y avoir des conflits. Donc, les lundis soirs, il y a excuse-moi, c'est les mercredis soirs. On a aussi tout ce qui rappelle la perception. Hein? Aujourd'hui, je vous ai parlé aussi comment est-ce qu'on fait pour changer notre perception. Bon, ben, on a aussi les lundis soirs, The Work. The Work, c'est un outil qui nous permet, une approche, qui nous permet de revoir nos pensées, nos croyances, de voir un peu de où ça vient, puis d'aller chercher une certaine flexibilité pour voir si on est capable de les transformer, voir si on est capable de les changer pour être capable d'amener une nouvelle perception pour moins souffrir. OK? Fait que ça aussi, c'est un outil, c'est gratuit aussi. Moi-même, j'offre à tous les 2 jeudis soirs des ateliers sur les 7 astuces pour se recharger, que je vais parler un peu plus tard, qui résument aussi un peu ce que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, c'est tout en ligne. Okay? Donc, c'est en ligne, les soirs, chez Santé mentale Québec-Rive-Sud. Il y a énormément d'approches d'outils. Même des fois, il y en a qui aimeraient des fois se divertir. Et des fois, ça va être des pauses créatives, de faire des bandelas, des dessins, des choses-là, des groupes d'écriture, des groupes de parole où est-ce qu'on peut partager. Mais ça, il y en existe, des ressources. Puis je suis certaine aussi que le Centre d'action bénévole va aussi pouvoir donner plein d'autres ressources parce qu'il en existe. Fait que des fois, c'est de savoir où est-ce qu'on peut trouver. La première chose à faire, ça peut être aussi d'appeler déjà le Centre d'action bénévole, Santé mentale Québec-Rive-Sud. Puis si ça, ce n'est pas suffisant, vous pouvez aussi aller au 211. Dans toute la région de Montréal, vous appelez là, puis vous dites, moi, j'ai besoin d'aide avec telle affaire, telle affaire, telle affaire. Est-ce que vous pouvez me soutenir? C'est des organismes qui existent, puis eux, ils font une recherche pour nous. Est-ce que il y a quelqu'un, un intervenant qui cherche des ressources pour vous? Oui. Puis il y a des lignes d'écoute, des fois, quand tu as un trop plein d'émotions. Là, je l'ai marqué ici, là, un surplus d'émotions, c'est désagréable, puis t'es enragé. Ça peut être de la colère. Ça peut être de la grosse tristesse, tu es impuissant, tu es comme découragé, tu n'en peux plus. Il y a des lignes d'écoute aussi pour ça, pour parler quand on a un surplus. Puis ça, c'est 24 heures sur 24. C'est accessible en tout temps. Moi, crois-moi, dans mon cellulaire, j'ai écrit ligne d'écoute parents. Oui, parce que moi, t'en as des filles. Hein? Il y a aussi des lignes d'écoute pour aînés. Je pense qu'il y a aussi une ligne d'écoute pour proches aidants. Hein? Mais vraiment, c'est d'avoir ces outils-là à portée de main. Fait un numéro de téléphone, de partir dans les groupes. Donc, toutes ces approches-là, on peut les apprendre de façon autonome, mais étant donné que d'être entouré, c'est l'important. Surtout quand tu disais que si c'est dans l'isolement,
mais de sortir de cet isolement, d'oser essayer d'aller voir qu'est-ce qui existe autour du cocon, qu'est-ce qui existe autour qui peut m'aider. En fait, je disais ça parce que, pour parler pour les femmes, je parle pour moi, je suis avec ma mère, et je trouve que les gens qui prennent soin de leurs amis, qui sont maintenant souvent âgés, sont encore plus parce qu'ils vivent dans leur. Ils ne sont pas dans un milieu de travail, ils ne sont pas dans un. Si, avec qui ont des amis, là, ma mère est chanceuse, elle a encore des amis qui ont un cercle social. Il reste qu'ils sont isolés plus que les gens de mon âge, qui ont encore un travail, moi, c'est un peu ça que je trouve difficile, voir ma mère souffrir parce qu'elle aide sa mère qui a pas de sang. Je suis content qu'on discute. Et je trouve que les gens âgés, qui s'occupent de gens âgés, sont encore plus isolés que les gens de mon âge. Si je m'occupe de ma mère, je n'aurais pas tout. Je trouverais des ressources qui viennent, mais c'est ce que je. Oui, merci. Donc, une petite clarification, c'est vraiment au niveau des ressources qui existent ou comment sortir de l'isolement, surtout quand on aide, dans le fond, une personne âgée ou aînée qui va aider une autre personne aînée et âgée. Et tu sais, des fois, c'est tous les déplacements aussi qui sont plus possibles. Des fois, c'est des ressources comme, tu sais, est-ce qu'il y en a ici qui ont des idées par rapport à ça? Parce que ça, j'aime bien ça. Par exemple, nous, avec ma mère qui vivait d'isolement, bien, ça a été en la plaçant dans un centre. Aujourd'hui, elle en a tout plein d'amis. Ils sont tous ses amis là-bas. Puis avant, elle n'en avait pas d'amis. Donc, des fois, c'est est-ce que l'autonomie de la personne, qu'elle veut rester chez elle, qu'elle veut être seule ou qu'elle veut, est-ce que c'est à quel prix cette autonomie-là, cette indépendance-là? Est-ce que nous, on a un travail d'aider l'autre personne dans sa perception des choses? Est-ce qu'on peut l'aider à voir d'autres possibilités? Des fois, c'est juste de soumettre une idée puis de voir c'est quoi l'ouverture. Des fois, il y a une grosse fermeture puis c'est comme, oublie ça, la personne, elle est fermée à la proposition qu'on peut avoir. Mais c'est de voir, est-ce qu'il y a des fois, mettons, je pense à la maison Le Réveil, qui peut avoir des activités pour aînés en personne aussi. Des fois, mais c'est sûr que si la mobilité n'est plus là, si la personne n'a plus la possibilité de se déplacer, si la personne, c'est un isolement parce que c'est physique, ou si la personne, il peut avoir, des fois, ça peut être au niveau cognitif, donc exact. Ça, c'est difficile. C'est difficile, puis c'est difficile autant pour la personne qui le vit que la personne qui aide. C'est pire pour la personne qui aide à cause de la perception qu'elle a de la situation. Parce que on va se dire, ah, je ne peux pas croire, si j'étais dans sa place, j'aimerais vraiment pas ça, etc. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de ressources autour. C'est comme, ça vient avec un sentiment d'impuissance. Hey, on voudrait pouvoir trouver la solution. Hein? Même moi, aujourd'hui, je voudrais pouvoir trouver la solution. Mais c'est rare qu'il y ait juste une solution pour toutes. C'est de prendre chacun des cas. C'est là l'importance aussi des fois de se faire accompagner en individuel. C'est pas juste en groupe. Hein? En groupe, c'est comme, hey, en conférence, là, aujourd'hui, vous avez comme un 360, là, une petite vue, là, yes. Après, c'est comme, OK, en groupe, on peut aller travailler certaines choses. Après, en individuel, là, la personne, elle peut réfléchir avec toi, dire, mais c'est quoi tes options? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu n'as pas essayé? Qu'est-ce que la personne a trouvé? Des fois, on peut impliquer toute la famille aussi dans l'intervention familiale. Ça, à ce moment-là, hey, ça vaut la peine. Surtout quand c'est quelque chose qui, c'est comme une préoccupation qui grossit, mais elle ne va pas disparaître magiquement toute seule avec le temps. Non, il faut l'adresser. Si on se met la tête dans le sable, quand on va le relever, le problème est encore là. Il ne s'est pas déplacé. C'est de pouvoir adresser ça. Souvent, c'est de trouver où adresser ce problème-là. On n'est pas obligé, comme j'ai dit, de l'apprendre nous-mêmes, de le savoir toute seule. Est-ce que ça répond un peu mieux à la question? Je comprends qu'il n'y aura peut-être pas de solution. Non. Souvent, c'est d'accueillir notre impuissance. Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a ici qui ont des propositions par rapport à cette question-là? Par rapport au fait de savoir c'est quoi les ressources pour les personnes qui sont aînées, qui aident les personnes aînées? Oui.
Mais en plus, là, on se dit, ben, mon Dieu, on serait peut-être mieux placé. Mais là, on va-tu placer quelqu'un qu'on aime dans notre activité avec tout ce qui s'est passé des dernières années? Non. Donc, on ne peut pas y aller. Vous allez voir le président. On se met tout de suite sur la liste d'attente, c'est ça? Merci beaucoup. Donc, il y a une personne qui a ici nommé que des fois, c'est que si la personne, par exemple, la mobilité, elle peut réduire, puis à un moment donné, oups, même cognitivement, si l'Alzheimer elle tombe là-dedans, et tout, comment est-ce qu'on fait pour se dire, hey, on va aller placer la personne en CHSLD après tout ce qui s'est passé, hein, parce que ça vient avec une charge de peur. Hein? On a peur pour la personne, on a peur pour sa vie, n'est-ce pas? On n'a pas envie, fait que là, on est comme, mais on veut essayer de garder la situation, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Le problème, c'est que des fois, on veut avoir le contrôle, mais on n'a pas le contrôle parce qu'on est impuissant, puis on ne veut pas laisser le contrôle parce qu'on a trop peur de ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'ils ont des idées par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça devient... C'est quoi? On la garde à la maison. Puis après, bien, c'est un choix. Hein? Souvent, je l'ai dit, hein, c'est un choix. Tous les choix que vous allez faire ont des conséquences. Ça peut être positif, ça peut être négatif, à court terme, long terme, moyen terme. Mais ça vient avec des résultats, ça vient avec des conséquences, finalement, ces choix-là. Fait que ça se peut que ce choix-là soit bien comme ma soeur qui a passé ma mère. Ça a été un choix, ça a été bénéfique, mais si elle avait fait 10 ans avant, oups, ça n'aurait peut-être pas été ça. Fait que des fois, c'est d'en parler. Tu sais, des fois, là, on n'a pas de solution. C'est comme un enfant qui est comme j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Là, vous allez dire, ça n'a pas rapport là, avec. Oui. Des fois, là, tu fais juste dire oui, j'entends que tu as faim. Dans 15 minutes, on va manger. Ah! Juste le fait de savoir qu'un jour, le besoin va être répondu, ça calme une partie. Est-ce que ça l'enlève tout l'inconfort? Non. La santé mentale, c'est pas de dire ah, tout va bien, tout est beau, c'est tout ça parfait. Non. C'est d'être capable de vivre aussi dans l'inconfort, d'être capable de gérer cet inconfort-là, parce que ces émotions-là désagréables qu'on peut vivre, la peur, la tristesse, la colère, hein, la frustration, même des fois contre le système, hein, là, on peut aller loin, là, des fois dans notre perception. Là. Bon, bien, tout ça, ça fait partie de la vie, ces émotions-là. On ne peut pas s'en débarrasser, puis souvent, on n'a même pas le contrôle sur comment que ces émotions-là, ils montent en nous. Des fois, on n'a même pas le contrôle, comment on les gère. Hein? Non. Fait que c'est de voir, OK, cette émotion-là, on respire dedans. On respire, de trouver des techniques pour apprendre à gérer les émotions. Hein? De revenir au calme, de se dire qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les situations? C'est quoi la possibilité? Et quand on est dans notre émotion, on n'arrive pas à réfléchir. Il faut revenir au calme, puis après, c'est logiquement, c'est quoi mes choix? Parce que si je choisis de dire, bien, moi, je choisis de la garder parce que je ne veux pas prendre le risque de la perdre, parce que je considère que le risque est trop élevé si je la place. Le risque est trop élevé, puis je fais ce calcul-là, bien, ça se peut que le choix que je vais faire de la garder, même si c'est plus épuisant, même si c'est plus difficile pour moi, ça va donner un sens. Et c'est un choix que moi, je vais avoir fait, que la personne va avoir fait. Et donc, si on assume ces choix-là, on n'est plus autant dans la détresse, on n'est plus dans la victimisation, on ne dit plus « Ah, j'ai pas le choix ». Non, on a choisi consciemment ce choix-là. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Donc, de prendre position, puis ce n'est pas des positions qu'on aime. Des fois, les deux choix, on voudrait ne pas les avoir, ces deux choix-là. Ça reste que la vie nous invite à choisir. Puis des fois, s'il y a deux options qu'on n'aime pas, il n'y a rien qui nous empêche à chercher s'il y a une troisième option. Puis si nous, on ne les trouve pas, ces troisième options-là, bien, d'aller en parler avec d'autres personnes, parce qu'eux, ils ont souvent des perceptions différentes. Donc, ça peut nous amener à des situations, des solutions différentes. OK? Est-ce que ça répond à la question? Oui. Je comprends que ça se peut que ce ne soit pas tout satisfaisant les réponses aujourd'hui parce qu'on ne peut pas être en individuel, on ne peut pas faire une intervention personnalisée par rapport à ça. Mais ça donne quand même un aperçu de pouvoir s'assurer de faire un choix, d'être conscient de l'accepter, ce choix-là. Quand on l'accepte, on n'est pas dans la résistance, on n'est pas dans la victimisation, puis on est dans la conscience de ce qui est. Ça va nous donner un élan de plus. Ça va nous permettre de continuer. Ah, c'est un marathon souvent. Être proche aidant, ça dure des fois très longtemps, des fois c'est très intense, ça peut varier pour chaque personne. Hein, des fois, on ne s'y attend pas à ce que c'est.
Ça apporte énormément de stress être proche aidant parce qu'on ne sait jamais ce qui s'en vient, c'est imprévu, c'est inconnu, on ne sait pas. Tous les facteurs de stress sont là. Fait qu'il faut apprendre à gérer aussi notre stress. Si on n'apprend pas à le gérer, ça grossit, ça prend plus d'ampleur. Après, on a moins d'énergie, on est moins capable de pouvoir aider. Moi, j'ai compris ça quand il a fallu que je dise non, MP. Quand je les faisais garder, je me ressourçais, je revenais, j'avais un peu plus d'énergie. Bon, parce que j'avais plein d'autres patterns, ça ne revenait pas trop loin que l'énergie droppait. Mais à force d'aller chercher des outils, de mieux gérer mon stress, de mieux gérer mes émotions, ma perception, d'être capable d'être à l'écoute de mes besoins, j'étais de plus en plus disponible physiquement, mentalement, émotionnellement. Parce que ça va un tout. Si j'ai des émotions qui me grugent, ça va avoir un impact sur mon physique, sur mon énergie physique, sur mes capacités. Alors, c'est pour ça que si je parlais de toute la situation stressante de la gestion de stress, je vais essayer de voir. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Hein? J'aimerais pouvoir avoir une période de questions, mais avant, je vais vous présenter les 7 astuces qui résument un peu ce qu'on a dit. Ça, c'est quelque chose que moi, je présente souvent dans le cadre de Santé mentale Québec Rive-Sud. C'est comme des mots-clés qui nous amènent à des facteurs de protection. Tu sais, quand je vous avais présenté au début, là, on a les perceptions qui peuvent influencer notre santé mentale, on a notre soutien extérieur qui peut influencer notre santé mentale, puis on a aussi nos mécanismes d'adaptation qui peuvent influencer notre santé mentale. Bon, bien ça, les 7 astuces, c'est vraiment des facteurs de protection qu'on peut mettre en place. Donc, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place à notre façon pour être capable de prendre soin de soi. Donc, créer des liens. Excusez. Je ne voulais pas créer un lien avec l'ordinateur. Donc, créer des liens, hein? Bien ça, il revient tout le temps. OK? Ça, là, il va toujours revenir. Fait, créer des liens avec des ressources, avec des personnes. Choisir, j'ai nommé un peu tantôt. De faire des choix qui nous permettent d'être alignés avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaiterait, qui a du sens pour nous, en lien avec nos valeurs, de se positionner et d'être conscient. Là, je vois beaucoup de gens qui prennent des notes, c'est super, mais sachez que le PowerPoint qui vous a été transmis, c'est du souhait. Hein? C'est bien ça, le PowerPoint? C'est parfait. Bon, sinon, j'aime bien y aller dans un autre ordre, mais ressentir. On a parlé de la gestion des émotions, la frustration, la colère, la peur. Ah oui, on a le droit aussi d'avoir de la joie. Hein? Bon, ben, comme un balancier, plus qu'il y a de peur, tristesse, découragement, culpabilité, ressentiment, colère, whoop, ça descend hein, vers la pente. Plus qu'on a de moments de joie, de plaisir, d'enthousiasme, de faire des choses qui nous font du bien, hein, de mettre ça en place, ces émotions positives-là. Ça aussi, ça fait toute une différence. C'est comme un balancier. Puisque de trouver un équilibre, on n'aura jamais juste des émotions positives. Ça n'existe pas, malheureusement. Vous êtes tous d'accord avec ça? Mais on ne veut pas non plus juste des émotions désagréables, sinon c'est vers une dépression, un burn-out. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est d'être capable de tolérer des émotions désagréables, puis surtout identifier c'est quoi le besoin, puis de ça, là, décoder. C'est quoi que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon émotion me parle? Et ça, c'est un langage, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, et c'est une leçon de vie, c'est un processus d'apprentissage. C'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est à mettre en pratique. Et encore une fois, chez Santé mentale Québec Rive-Sud, c'est une équipe de possibilités qui nous permet de tout regarder tout ça. La communication non violente aussi, ça permet d'être à l'écoute de soi à tous les jours. Qu'est-ce que je ressens? J'ai-tu une tension dans le dos? J'ai-tu besoin de me reposer? J'ai-tu une charge? J'ai-tu un stress? Qu'est-ce qui me stresse? C'est quoi ma tache rouge qui me rend de la colère? Hein? C'est d'être à l'écoute de soi. Il y a un enfant à l'intérieur, de prendre soin de cet enfant-là aussi. Fait qu'il y a comme plein de gens à prendre soin, mais aussi de la personne à l'intérieur. Il y a se ressourcer, donc faire les choses qu'on aime. Il y en a-tu ici qui va nous dire un peu, c'est quoi les choses qu'ils aiment faire? Genre, quelque chose qui, tu sais, quand tu fais ça, c'est comme ça te détend, ça te motive, t'es relax, t'aimes ça, ça t'apporte de la joie, t'as un sourire, juste à y penser, t'as un sourire. Moi, c'est de danser la salsa. J'adore ça. Il y en a-tu d'autres? Je ne vais pas souvent. Fait que je trouve d'autres stratégies parce que je ne peux pas toujours aller danser. Hein? Oui. Jardiner. Super. Il y en a-tu d'autres? Écouter de la musique.
D'autres choses. Vivre. Lire. OK, c'est j'ai compris. Lire, super. Oui, la lecture. D'autres personnes, c'est quoi que vous aimez? Qu'est-ce que vous faites pour vous, là? Aller prendre un café avec un ami. Quoi d'autre que vous pouvez faire pour vous ressourcer, pour vous détendre? Du sport, vélo, marche. Autre chose? Pousser le fauteuil roulant. Oui, ça vient avec une bonne marche. Hein? Bien, si on dit, ah, je vais faire une marche, bien, ça donne un sens à ce qu'on fait des fois. Hein? Ça peut rendre ça un peu plus. Des fois, c'est ça, on peut avoir des tâches qu'on n'aime pas faire, mais c'est comment est-ce qu'on peut y mettre un plaisir là-dedans? Est-ce que c'est. Moi, des fois, je n'aime pas faire la vaisselle. Je n'aime pas faire le ménage, mais je peux mettre de la musique, là, je peux m'amuser, puis je peux danser pendant que je fais le ménage. C'est peut-être moins productif, mais je m'amuse. De se donner le droit d'avoir du plaisir. C'est quand est-ce que vous vous permettez d'avoir du plaisir? Est-ce que vous vous permettez à tous les jours d'avoir un moment de plaisir? Oh, il y en a qui disent oui, oui. Super, okay, c'est bien, continuez. Hein? Ça, c'est dans le vert. On veut ça. Hein? Quand il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de motivation, découragement, on glisse. Fait que d'avoir et de créer ces moments-là. Pas de s'attendre à ce que les autres les créent pour nous. Nous, d'être dans l'action de le créer. Okay? Le plus souvent possible qu'on peut. Ça balance. Comme j'ai dit, ça, c'est comme du revenu qui rentre. À chaque fois qu'on fait ces tâches-là, ou pas ces tâches-là, mais à chaque fois qu'on a ces bonus-là, ces moments-là précieux avec soi-même ou avec d'autres. Ensuite, s'accepter. S'accepter, accepter la situation, accepter ce qui est. C'est pas toujours facile. Hein? La résistance, des fois. Comme vous voyez, là, ça revient beaucoup. Là. Ça fait juste résumer un peu là, ce qu'on a vu un peu tantôt, là, mais sous une forme de batterie. D'ailleurs, je pense que j'ai des idées de clients là, que vous pouvez partir avec tantôt, si vous voulez, qui résument ces petites batteries-là. Puis il y en a aussi en Zoom, en format PDF que vous pouvez recevoir. Et ensuite, découvrir. Bien, découvrir, hein? Des fois, on fait face à un mur, on a une problématique, on ne sait pas quoi faire. Bien, découvrir qui je peux aller demander de l'aide, qu'est-ce que je peux faire là-dedans, c'est quoi mes autres possibilités, découvrir qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je me sens. Bien, on en a-tu des choses à découvrir? Ouais. Mais ici, vous êtes ici ce soir, vous êtes déjà en train de découvrir quelque chose, c'est petit, hein? Vous mettez déjà en pratique les tentatives, c'est bon? Il faut être fier de soi. S'accepter, c'est ça aussi, hein? Reconnaître nos bons coups. Hein? Être capable de dire bravo, voici ce que tu as fait, c'est donc bien hot. Parce que des fois, la reconnaissance, elle ne vient pas de l'autre personne. Non. Non, des fois, ce n'est pas ça qui vient de l'autre personne. Donc, c'est de nous se la donner. Vous allez dans un groupe de soutien ou dans des conférences, il y a quelqu'un là qui dit good job. Si nous, on n'est pas capable de se le donner à nous-mêmes. Hein? De se trouver du monde qui, eux, sont capables de nous donner cette reconnaissance-là. C'est un besoin d'être reconnu. Mais aussi bien aller chercher positivement aux gens de dire moi, j'ai besoin que tu me dises merci. J'apprécie quand tu me dises merci. De le nommer, ça. Y a-t-il quelque chose de mauvais là-dedans? Non, de le nommer. Puis si la personne est capable de répondre à ce besoin-là, puis elle peut, bien, ça va nous faire du bien, ça. Donc, s'accepter, c'est aussi de reconnaître nos forces, hein, ce qu'on est bon à faire, justement, de reconnaître nos bons coups, mais aussi nos difficultés, nos faiblesses. Puis de dire, bien, c'est correct, ça fait partie de la vie, on est humain. On a tous des choses à lesquelles on a besoin de travailler, on a tous des choses on est limité, on a tous des capacités différentes, c'est de s'accepter là-dedans. Il y a des journées qu'on va avoir plus d'énergie pour aider d'autres personnes, puis il y a d'autres journées, on n'en aura plus d'énergie. Et c'est de s'accepter là-dedans, de dire, bien, aujourd'hui, je fais le minimum. Puis c'est correct. Je fais de mon mieux quand même. Pas de se taper sa tête parce que je n'ai pas fait telle chose. Hein? De dire, non, je me fais assez. J'ai fait assez. Hein, dans notre perception, là, ce qu'on dit, oh, c'est important. Ça revient souvent, ça, dans beaucoup des facteurs. Ensuite, bien, agir, hein? Passer à l'action. Donc, c'est bien beau toute la théorie, mais si on ne la met pas en pratique, bien, souvent on dit la plus petite action vaut mieux que la plus grande intention. Donc, c'est de passer à l'action, d'essayer des stratégies, faire des essais-erreurs. Il n'y a rien de mal à se tromper. On essaye, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas, on évalue, on regarde, puis on essaye autre chose si ça ne fonctionne pas, puis on continue si ça fonctionne. Puis comment on fait pour savoir si ça ne fonctionne pas? On est à l'écoute de soi. Donc, c'est de changer un shift, de dire « Hey, j'ai tellement passé de temps à être à l'écoute de l'autre aujourd'hui, je me mets en priorité. Je suis le soleil, je veux briller pour pouvoir être disponible aux autres autour.
Hein? Alors ça, c'est pour les astuces. Alors, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour justement vos commentaires et surtout aussi vos réflexions. On a parlé un peu tantôt de où est-ce que vous vous situez hein, au niveau de votre santé mentale. Vous avez nommé un peu si vous étiez dans le rouge, dans le jaune, dans le vert, hein, dans l'orange. On peut aussi voir, ça représente quoi votre rôle pour vous de prochain aidant? C'est quoi le sens que vous y donnez à ça? C'est quoi l'importance que ça a dans votre vie? C'est quoi la place que ça prend dans votre vie? Ça prend toute la place? C'est-tu juste une sphère? C'est-tu comme Mars ou c'est genre Jupiter autour de vos planètes? C'est quoi la place que ça prend? Et avec quoi vous repartez aujourd'hui? C'est quoi la stratégie qui vous a marqué le plus puis que vous vous dites, celle-là, je vais l'essayer puis je vais la mettre en action. J'ai envie de vous laisser la parole. Est-ce que je ferme le partage d'écran ou je le laisse là? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager? Hein? Comme il a dit, vous pouvez vous dégêner si vous voulez. Moi, je ne m'en rends pas. Y en a-t-il? Oui. Ça va être c'est beau de pas parler. Moi, ce que je suis content, c'est que tu as dit une chose que je suis souvent malade. Tu sais, de prendre soin d'elle, de faire attention. À la fin de la journée, c'est elle la personne la plus importante. Parce que si elle n'est pas là, elle ne peut pas s'occuper de sa mère. Je pense qu'il y a cette culpabilité-là, peut-être, je ne peux pas dire les gens plus âgés. Et je pense qu'il y a un investissement que les gens de la génération des parents, de ma mère, les gens qui sont ici, il y a un investissement moral qui est peut-être plus grand que pour les gens de ma génération. Mais moi, je suis ici aujourd'hui, vous savez que je vais l'avoir. Oui. Mais je suis content que vous ayez dit dans le fond ce que je dis souvent à ma mère, je fais juste ce que je fais à personne. S'ils se font par leurs enfants, décroche. Prends 2 minutes. Relax. C'est important que tu gardes ta santé mentale pour pouvoir aider quelqu'un. Exact, merci. Et la santé physique, exact. Donc, il y a quelqu'un après, je pense qu'on va passer le micro, hein, parce que c'est très pertinent ce que vous dites, merci. Fait que la personne a dit que, bien reconnaissant que finalement, je répète, hein, en d'autres mots, ce que lui dit déjà à sa mère, pour pouvoir prendre soin d'elle, de se mettre en priorité. Et tu l'as très bien nommé, hein, des fois, la société, notre perception, les valeurs collectives, hein, influencent notre santé mentale. Ça se peut-tu qu'on a comme un pattern de dire, c'est bien vu de se sacrifier pour les autres. Oh, hein, ça vient de loin, là. Ça vient de Jésus. Tu comprends? Ça vient de loin de dire, hey, c'est valorisant de se sacrifier pour les autres. Puis au final, c'est qu'on se sacrifie à quel prix? On n'est pas des sauveurs, nous. On n'a pas à agir comme des sauveurs. De mettre nos limites. C'est pas facile parce que ça va à l'encontre des fois de toute la mentalité qu'on a été enseignée depuis tellement d'années. Là. Je comprends que c'est pas facile à changer. Là. Non. Mais ça reste que cette mentalité-là, de croire que de se sacrifier pour les autres, c'est honorable, nuit. Au final, non? Donc, c'est de sentiment d'obligation de se sacrifier pour les autres. Donc, le sentiment d'obligation, il est fort pour beaucoup d'entre vous. Le sentiment d'obligation de dire, j'ai pas le choix. Alors, j'aimerais ça, ce soir, avant que vous partez, que vous nommez pourquoi vous n'avez pas le choix d'aider l'autre personne. C'est quoi votre perception? C'est quoi les besoins de votre personne qui font en sorte que, pour vous, ça nourrit cette perception-là de dire, j'ai pas le choix. Parce que vous allez voir, vous allez vous reconnaître entre vous. Est-ce que vous voulez faire ça? Oui? Attends, je peux passer le micro. Mais là... bon. On va t'enlever ton main. Mais il entend. Mais c'est surtout parce qu'eux, après, ils n'entendront pas. C'est vraiment le but. Oui. Ben moi, je voulais simplement dire que mon mari et moi, on est plus proches aidants pour ma belle-mère et mes 2 parents. Ma belle-mère est décédée, mais
Maintenant, je suis proche aidante pour mon mari. Et ma mère et mon père. Et nous, on le faisait, mon mari et moi. Encore, on s'est toujours dit, nos parents ont pris soin de nous. Maintenant, ils sont venus à nous pour prendre soin de nous. Mais c'est ça, il faut prendre le temps de ne pas s'oublier. Oui, exact. Oui, merci. Il y a comme un équilibre, hein? Bon. Le but, c'est pas d'arrêter d'aider. C'est bien, on a besoin aussi d'avoir des gens qui aident les autres. Oui, c'est pas très bien. Quand on a une bonne santé mentale, il y a une partie qui dit on peut contribuer à la communauté. On veut qu'on puisse aider les autres. Mais si c'est à notre dépens, c'est là que ça ne fonctionne plus. C'est là qu'il y a un déséquilibre qui se crée. C'est là qu'on a besoin d'aller chercher si on peut s'intégrer aux autres. Pour ma part, être proche aidante, je ne me considère pas proche aidante. Ça allait de soi, c'est par amour, c'est aussi comme de redonner aussi des choses que j'ai reçues, de prendre soin. Là, à un moment donné, c'est que l'équilibre devient un petit peu trop. Avant, j'avais assez de temps pour récupérer. Mais là, à un moment donné, j'ai plus assez de temps. Il faut que j'apprenne autre chose. C'est sûr que j'aurais de la difficulté à mettre le poids sur une chose que je vais mettre en pratique. Et c'est comme dans ce chemin-là. Merci. Le micro parce que je ne vois pas. Je pense qu'au fil du temps, il faut re-questionner notre idéal. Notre idéal qui était là au jour 1, après 5 ans, 6 ans, on n'est plus à la même place et la personne non. Et si on ne veut pas mourir, il faut re-questionner notre idéal. Est-ce que ce que je souhaitais de mieux pour la personne chez moi et ce que je souhaitais de mieux pour la personne en hébergement, en RPA, en CHSLD ou autre, parce que il y en a parfois qui disent « Oh, le jour où le déplacement est arrivé, RPA ou autre, ah, mais là, c'est les vacances. » Ce ne sont pas des vacances, même si la personne n'est pas à la maison. Alors, on n'a pas le choix parce que sinon, on ne survit pas. Et pris dans le feu de l'action, on ne voit pas toujours à refaire ces questions idéales. Mon idéal au jour 1, 6 ans après, là, il peut pas être le même parce que je ne suis pas capable d'affronter ça avec la même énergie, avec le même ci et le même ça. Alors, ce questionnement-là, je pense que parfois, on ne peut pas le faire seul aussi. Il faut avoir quelqu'un qui a du recul, qui n'est pas impliqué dans la situation et qui peut nous apporter de l'aide. Mais je pense que c'est une façon aussi d'aborder des changements, des décisions à prendre qui sont peut-être pas ce qu'on aurait souhaité à un moment X, mais qui vont nous permettre de survivre. Parce qu'il y a des aidants qui vont mourir avant le malade. Et ça, c'est pas l'idéal. Et donc, la perfection qu'on a pu souhaiter au fil du temps, je pense qu'il faut arriver à trouver des modifications. Ça ne sera pas parfait, cette décision-là, mettons, mais ça va peut-être permettre à l'aidant de mieux continuer encore parce que, je veux dire, on veut encore avoir on veut encore être capable de profiter d'un certain nombre de choses. On veut être capable aussi d'exister autrement qu'à travers juste la fonction des temps qui est extrêmement demandante. Merci énormément de prendre le temps de faire un bilan, de voir aujourd'hui, est-ce que c'est encore une solution idéale, ce que j'avais projeté, c'est pas la vision que j'ai, est-ce que c'est réaliste aujourd'hui avec les capacités, les conditions qui sont là. Merci. De prendre ce temps-là de recul, d'aller chercher du soutien, ça n'arrive pas à le prendre en ce moment. Même pas si on arrive, d'aller chercher, parce qu'il y a un gros changement, c'est un deuil, on est attaché, ça vient avec des émotions, c'est d'aller chercher du soutien pour ça, définitivement. Oui. Il faut aussi, bon, actuellement, je ne vois pas. Moi,
famille qui était d'Alzheimer, ça fait 6 ans. Et là, on est rendu alors, bon, j'ai un bon réseau. On ne sait jamais, il y a des autres niveaux, on ne sait jamais combien ça prend. Il y a une réalité sociale. Ça fait 2 ans que je cherche du soutien, une place en hébergement. C'est comme alors, on prend un petit bout là. OK, on a fait un pas, on pensait que ce serait mieux. Non, ça ne donne pas du tout l'effet que ça devait être. Ça devient oui, continue à. Ça va super bien avec moi. Je suis son autour de l'église, au cœur. Mais là, il y a une amie aujourd'hui qui m'a dit, parce que là, il est placé temporairement pour un mois. Et une amie qui connaît les nouvelles, et elle, sa mère a été placée de peut-être. Elle dit, tu sais, Pauline, ne t'en fais pas que je l'ai vu dire, j'étais allée le voir, j'avais apporté quelque chose, et bon, il était triste, c'est vrai, puis je suis allée mon bord, et puis là, on rentre, mais il ne s'en souviendra pas de maintenant. Il a dit à sa fille, quand on l'a placé, 3 semaines que j'ai pas. Ça faisait rien, là, on a vu toutes les choses. Mais ça, de recevoir ça, puis de s'habituer au fait que la notion de temps, là, il y en a plus. C'est pas juste la mémoire, c'est la logique, c'est l'organisation. Ça n'a plus de bon sens. Mais de trouver des ressources, de payer des ressources, et ça n'a aucun sens. Et en place de faire des maisons, des familles qui vont être prêtes dans 5 ans, on pourrait peut-être améliorer le service et aider les prochains. Oui, merci. Puis ça, c'est excellent aussi. Des fois, on va avoir des manques de ressources. Pour les personnes ici, on parlait de des fois, il y a un défi d'aller chercher les ressources. Des fois, ces ressources-là, ils ne viennent pas, ils ne tombent pas du ciel, ils ne sont pas accessibles tout de suite, il y a des listes d'attente. Puis ça, là, c'est à revoir le système. Est-ce que le système est dans le vert? Non. Est-ce que ça va vers... Écoute, il y a peut-être espoir qu'à force d'aller dans le rouge, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir comme quelque chose qui va apparaître. Collectivement, il y a des changements à faire. Tu sais, la santé mentale, c'est pas juste nous, c'est aussi tout collectivement. Les choses, l'accessibilité à des ressources, tout ça, là, ça a un impact. Est-ce que ça va se placer du jour au lendemain? Non. Fait que c'est qui écope? Oui, malheureusement. C'est souvent les individus qui vont avoir de la difficulté, qui vont avoir des défis. Si en plus, financièrement, on a avec des défis, bien là, on a encore moins de possibilités parce que ça coupe dans certains choix. Hein. Des fois, on a des choix, et là, des fois, oups, si on n'a pas certaines ressources, bien, on en a moins. Ça, c'est énormément difficile. Puis il n'y a pas de solution magique, comme tu as dit. Des fois, c'est de dire, OK, on va aller là où est-ce qu'on peut. OK, on va essayer d'aller là où est-ce qu'on peut. Puis il n'y a pas non plus de dire, OK, bien, là, c'est parfait. Ça se peut que ça ne soit jamais, mais j'aime vraiment le changement de perception que ton ami a pu amener, de dire, bien, tu sais quoi? Moi, je souffre quand je vois l'autre personne. Parce que, des fois, là, c'est plus juste de l'empathie qu'on a pour l'autre personne, là. Il y a un cordon ombilical presque qui est comme collé avec l'autre personne. Là, ça devient de la sympathie. On ressent toutes les émotions que l'autre personne ressent. Puis là, nous aussi, on se sent tout pas bien, puis on est comme, il faut qu'on trouve une solution. Mais des fois, l'autre personne, là, c'est de dire, bien, écoute, pour l'instant, il y a de la tristesse, il y a de la colère, c'est là. Déjà, de le nommer, ça va faire un soulagement. Pas un gros. Mais quand il n'y a pas de solution miracle, quand il n'en voit pas d'issue, aller chercher de l'aide, mais surtout aussi, si l'aide ne vient pas, c'est des fois patienter, garder les yeux ouverts, d'observer, de découvrir c'est quoi. Puis à un moment donné, ça se peut qu'il y ait un chemin qui s'ouvre. Mais des fois, le chemin, il n'est pas tout le temps tracé, droit, facile à accéder. Là. Ces ressources-là, effectivement, sont en manque d'effectifs. Merci beaucoup. Oui. Attends, on n'entend pas, donc je vais passer. Donc,
tout ce qui est RPA, des maisons privées, je pense qu'il faut oublier ça parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis là, ils prennent les dégâts naturels, puis ils lui disent ah non, c'est trop d'ouvrage pour nous, il faut chercher encore quelque chose. Donc, il faut oublier ça. Vous, ça a été votre expérience? C'est pas mon expérience, mais j'en ai vu beaucoup. Pour moi, c'était même pas envisageable de chercher. Parce que je me disais, je trouve que c'est des idées de travail. Vous voyez comment que notre perception de l'expérience, des fois qu'on peut avoir des autres personnes, peut influencer notre choix. Des fois, on se dit, ah non, c'est pas une bonne issue. Fait qu'on va même pas aller dans cette direction-là. Fait que notre perception, elle va aussi énormément définir les choix qu'on va faire. Où est-ce qu'on va regarder? Pour moi, je sais dans le deux et dans le naturel. Dans le sens que dans le naturel, je sais que c'est le bon mot. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, proche aidant, je dirais, dans le sens que le proche aidant extérieur, c'est quelqu'un qui tire un cycle chez lui, que oui, il va faire ses conditions. C'est beaucoup moins prenant qu'un proche aidant, que quelqu'un à la maison qui lui fait 4 heures par jour. Donc, la dynamique n'est pas la même, les solutions ne sont pas les mêmes. Non, exactement. Des fois, ça va être de voir, on parlait de ressources à domicile, ça peut de voir avec le CLSC, etc. Où j'avais vu quelqu'un qui avait la même idée, que vous pouvez partager. C'est pas de l'aide CLSC, hein? Oui, moi aussi, j'en ai. Ça a passé par le cancer. Des fois, il y a comme. Des fois, il y en a qui les disent, oh, mais c'est pas mieux, dans le sens que souvent, c'était en urgence, puis il y a quelque chose, parce que suite à une hospitalisation. Parce que l'Alzheimer, c'est une maladie, mais c'est pas une souvent d'Alzheimer. Souvent, ils ont tous les organes qui sont en partie des cas. Vu qu'on parle d'un cancer, moi, la personne a eu un cancer avant, j'ai passé par tous les services. Et en plus de la cancer après. Il y en a combien ici, par lever de la main, qui sont pas chez là, c'est quelqu'un qui a de l'Alzheimer? J'ai l'impression qu'il y en a quand même plusieurs. Puis pour les autres, c'est quoi la personne que vous avez? Elle a juste 100. C'est une insuffisance cardiaque. Il y a une notion. Ma mère, elle m'appelle 30 fois par jour. Elle a 100 ans. Elle n'a pas d'Alzheimer. Elle fait une maladie générative du cerveau qui fait qu'elle oublie automatiquement, mais elle ne fait pas d'Alzheimer. Est-ce que vous trompez? Souvent. Toi, elle répond trop souvent. Qu'est-ce qui se passe si vous ne répondez pas? Elle devient hystérique. Elle appelle à toutes les deux. Elle est seule chez elle? Elle demeure dans un ambiance. OK. Elle bon service, très bien. Oui. Non, de rien. C'est magique. Mais c'est comme. C'est une demande constante. Oui. Constante. Puis, si on répond pas, on se fait quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est la peur. Est-ce que vous voyez, c'est comme une anxiété, la peur de ce qui arrive quelque chose qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à mettre des limites. Parce que, est-ce que ça, c'est aussi d'avoir confiance que l'autre personne va être capable aussi de s'organiser sans nous. Ça, des fois, c'est de faire des tests, là, de dire, OK, ça se peut que ça ne soit pas une super organisation, ça se peut que la personne aussi souffre. Mais si la personne, elle va super bien parce que nous, on souffre, l'équilibre n'est plus là. Fait que ça se peut-tu que si dans une situation où c'est la souffrance, on peut-tu la partager? Sauf que ça, c'est vrai, quand tu traites avec quelqu'un, au moins un petit tête. Quand tu traites avec quelqu'un qui a perdu ses repères, tu ne peux pas dire c'est son problème. C'est bien fait d'enfant. Ça se
C'est ça, je pense que l'après-midi avec elle, j'avais 5 minutes après que je suis partie, elle avait chez nous parce qu'elle ne m'a pas vu. Puis j'ai passé l'après-midi avec elle. Puis après le souper, là, il faudrait que j'y retourne. C'est l'avantage que tu as dit, c'est facile de faire les autres. Oui, Ça donne la sécurité. exact. Elle a rencontré. C'est-à-dire que s'il y a une crise, mais c'est quelqu'un d'autre qui va la gérer, c'est pas obligé d'être. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, parce que dans les RPA, il ne faut pas trop que ça pose de problème parce qu'à un moment donné, ils disent, ben, vous savez, là, on ne peut pas la garder, tout ça. Puis le CLSC nous dit, le travailleur social, ça ne sera pas avant un an de consultation. Il y a des fois pour l'avant. Par le temps, ça va passer. Ça vous dit, malheureusement, les avant. C'est ça. On va se dépendre. Les cartes à l'hôpital. Est-ce que ça vous fait 8 ans par mois? Mais c'est ça, mais ça agit sur la maladie. Sur la maladie. Moi, j'ai le souvenir. Moi, je dis que c'est une accumulation de stress. Oui, exact. La source d'anxiété, elle est constante. Je regarde des gens qui sont l'Alzheimer, n'importe qui s'occupe de quelqu'un qui est en perte d'autonomie. C'est une vie d'anxiété. Moi, c'est ma grand-mère, ça, c'est ma mère, mais ma grand-mère à 100 ans. Moi, je l'appelle à tous les jours. Et quand je l'appelle et qu'elle n'a pas parlé à Janine dans 10 minutes avant, la seule chose qu'elle va me dire, c'est où Janine? Elle se retire de l'autre toilette. Parce qu'au cas où je l'appellerai. Tu peux imaginer la source d'anxiété que ça peut devenir pour la personne qui supervise quand elle l'appelle. Oui, j'ai beau dire à ma mère de ne pas répondre. Et, en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est des gens qui vivent certainement dans l'anxiété. Énormément, oui. Il y a une chose que nous vivons tous, qui est une immense tristesse. Parce que finalement, la personne avec qui on vit, puis on vit depuis 52 ans, c'est plus du tout la même personne que je m'arrive. Donc, dans le fond, c'est vraiment tellement triste, je trouve, pour tout le monde. Comme ça, j'entendais quelqu'un qui disait qu'il fait le deuil d'une personne vivante. C'est exactement ça. C'est tellement. C'est comme un deuil, ça fait partie. Des fois, le deuil, c'est sur le long terme, puis on veut connaître. Moi, j'ai réussi à m'occuper de lycée, je m'occupe de ma mère. Je suis là 4 jours semaine. Les 3 jours, c'est la section. Et je me dis, ils vont 2 fois par jour. Et mon frère, sa femme, elle a eu l'Alzheimer. Elle est très agressive. Il ne peut même plus sortir de chez lui. C'est moi qui fais ces conditions. Et pour ce qui est de ma mère, je me suis dit, bon, j'ai mon frère qui ne peut pas s'en occuper, parce qu'il en a assez ses bras. J'ai un autre frère qui pourtant s'occupait des AVC, je sais pas, âgés. Il n'est pas là. Oui, son père, c'était pas mon père, c'était pas ma mère, c'est son père, sa mère. Je me suis dit, moi, j'aurais fait ce que j'ai pu faire. S'il arrive quelque chose, ben, il arrivera, qu'est-ce que tu veux, à vieillir, c'est ça la finale, de toute façon. J'ai réussi à me déculpabiliser. Les premières années, là, je trouvais ça lourd, le fait que je partais de ça, puis à la veille, évidemment, quand je suis là, à la pêche. Mais des fois, je ne réponds pas. Mais je suis contente d'avoir réussi à me déculpabiliser. Comme ça, c'est super. Ça nous prend du temps aussi à aller. Moi, je vais juste commencer. Au niveau de la perception, hein, ça a aidé. Oui, je trouve que c'est intéressant quand il y a c'est intéressant que les parents, c'est quand les personnes qui ont vraiment avec moins d'équilibre. Et après, j'ai envie que le gars ça, c'est vraiment marché. Oui, elle peut tomber.
Mais à un moment donné, ça fait partie des risques. Parce qu'à un moment donné, si on va être trop correctable, on les met justement ça a besoin de et c'est sûr qu'on a fait des outils. Le déambulateur, c'est toute une stratégie aussi à faire. Par ailleurs, je pense que j'ai on vit beaucoup ici. Oui. C'est qu'effectivement, dans plusieurs CLSC, il n'y a pas d'aide. Tant qu'il y a quelqu'un qui tombe là. L'aide vient quand la personne va à l'hôpital. Là, le proche aidant dit que je ne peux plus prendre la personne à la maison, je ne peux plus. C'est bête, mais c'est comme ça. Le CLSC marche par urgence. C'est ça. Donc, il faut faire merci beaucoup. Une stratégie, ça peut voir l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital, puis on était assis dans une salle d'attente régulière en allant en centre. Il y avait la COVID en plus. Puis, il n'y avait pas de priorisation des personnes du centre d'aide. Il y avait 18 heures d'attente. 30 personnes devant elle, et on n'a pas offert de prix. Il y a une infirmière qui était assez gentille pour nous dire assis sur une chaise ensemble. Il y a zéro communication. C'est comme une société malade. Il n'y a pas de système médical est fait pour les médecins, pas pour les patients. C'est ça, c'est comme une société malade. On est ici, on a des personnes très malades, physiquement, mentalement, tout ça. Puis, il n'y a pas d'alternative à notre problème. On n'a pas essayé de se décrypter, de faire ça. Mais il en reste que la personne est vivante, mais c'est comme une personne morte. Donc, il faut faire le deuil le temps qu'elle est encore. C'est ça. C'est que toute notre société est complètement déstabilisée par ça. Donc, il y a trop de personnes aussi. Donc, il y a des choses que oui, nous, on peut faire en faire. Il y a une limite à laquelle nous, on peut travailler pour apprendre un entrée de l'extérieur. Quand il y a de moins en moins d'enfants, moi, je suis une vie que je veux faire. Quand ta mère a sorti, tes frères, qu'elle va me dire. J'ai 67 ans. Frère a 67 ans. Et mon donné, c'est qui va pas demander à une femme. Il y a soin de sa grand-mère. Il y a le pourquoi. Les familles sont déterminées, sont ils vivent à l'extérieur. Oui. C'est sa grand-mère. Ici, à tous les fois, si il y a un mot que les hommes sont très liquides, je pense que tout le monde cherche l'équilibre, mon père, le deuil, l'hiver. C'est un équilibre d'heure en heure. Je pense que ouais, c'est contaminé positivement, c'est de rechercher ça. Oui. C'est ça, hein, la santé mentale, c'est ça la définition, c'est un équilibre qui est dynamique, qui bouge. Ah oui, pouvoir retrouver notre idée de cheminer vers. Oui. Je pense qu'on va avoir une bonne foi. C'est pour vous dire que dans mon cas à moi, le contexte, c'était parce que j'avais des irritants dans mon situation, ça me grugeait énormément d'énergie. J'avais des irritants, ma conjointe, mettons, appelle souvent, ou elle fait des demandes à répétition. Là, elle fait 2, 3, 4 demandes. Je dis, je vais aller m'asseoir. Là, je pose ça ici. Mais là, j'aurais besoin de ci, je me lève. Moi, je m'occupe de ma conjointe qui est invitée dans un lit d'hôpital, qui est complètement non autonome.
Fait qu'à tous les besoins de faire pipi, manger, quoi que ce soit, s'habiller, tout. Et la prise de médicaments aussi. J'ai remarqué qu'à toutes les fois que j'avais des irritants, ça venait me gruger et ça me demandait énormément d'énergie. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'éliminer ces irritants-là. Entre autres, c'est des tâches connexes, le ménage, la bouffe, la nourriture. Je trouvais des sites. Je ne sais pas comment pallier à ça pour me libérer un peu. Parce que ça m'irritait, je faisais ça, ma conjointe demande de quoi, ça devient. Je le fais, je suis là, je peux faire des affaires à la fois. Là, bon. Là, j'ai évité plusieurs choses, mais encore, j'avais encore toujours comme certains irritants. Là, je m'en dis, je m'en vais prendre ma pause, je vais prendre ma pause sur la galerie, je fais un café. Et puis là, j'ai peut-être besoin de quoi? Non. Fait que là, je m'en vais, je peux faire mes affaires, je m'arrive puis sortir. Hey, j'aurais besoin de. Tout. Fait que là, ça devient. Là, tu es prêt, tu es en tête, tu es dehors, je ne peux plus le revenir. Ça devient, là, je pars, je prends ma pause. C'est pas reposant, pas de sacré-miette. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'éliminer ces irritants-là par différentes façons, entre autres en les acceptant. En acceptant que là, ben, je pars, je dis bon, je m'en vais, peut-être besoin de chose. Non, non, je m'en vais, hey, j'ai besoin. Je sais qu'elle va me le demander. Donc, je suis déjà comme préparé psychologiquement, et là, je l'accepte qu'elle va me demander ça. Et l'ensemble des besoins, j'ai accepté la situation comme telle. Et en acceptant, c'est comme si j'allais sur le niveau de. En tout cas, je suivais le courant, comme naviguer avec une voile, puis le vent il est par là, puis tu t'en vas de l'autre bord, c'est pas facile. Alors, si je vais dans le centre de ça, j'essaie de faire ça le plus possible. Puis l'année passée, j'étais comme. J'avais pas d'énergie. Mon voisin faisait des travaux sur son terrassement. Moi, je suis un gars qui est prévu, comme plusieurs prochains temps. Là, je le voyais à côté. Puis, si j'avais été en forme, j'avais disponibilité, je allais le faire. Mais là, j'ai dit, faut que je m'occupe de ma conjointe, je ne suis pas capable de faire ça. Cette année, avec la perception que j'ai changé de la situation, entre autres, le fait que, bon, ben, ma conjointe, je suis comme de garde 24 heures par jour, 7 jours semaine, sauf que j'ai 20 heures de répit. J'ai calculé que j'avais 148 heures de garde. Fait que là, ben, dans ces 148 heures, je me suis dit que c'était facile pour une semaine. J'ai arrêté de me demander des tâches supplémentaires, de faire ci, de faire ça, ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai arrêté de faire ça, et ensuite, je me suis beaucoup posé. Et ça fait que cet été, le voisin il a fini son terrassement, mais là, c'est moi qui fais des travaux chez moi, en plus de ce que je faisais de l'époque. En plus de m'occuper de ma conjointe, avec les moyens de perception, j'étais capable de réénergiser mes batteries d'une façon assez. Même moi, j'en reviens pas de l'énergie que je peux avoir aujourd'hui comparativement à celle que j'avais l'automne passé ou l'été dernier. Puis, c'est juste par la perception de comment je vois la situation et que ce ne soit pas un irritant pour moi de vivre ce contexte-là. On parlait de choix tantôt, là, mais moi, je choisis d'être là avec le contexte là, je choisis. Parce que je pourrais choisir d'autres choses. Puis, ça, dans un CHSLD, mes points RPA, il n'en parlerait pas, c'est évident. Il y aurait direct un CHSLD, là. Mais pour moi, je ne la vois pas alors, je choisis de faire cette action-là parce que ça, et comme je l'ai choisi personnellement, c'est volontaire, à ce moment-là, je suis comme responsable avec moi-même, mais je n'ai pas les responsabilités des problèmes de ma conjointe. Là, elle a ses problèmes à elle, ses responsabilités à elle. Moi, j'essaie de prendre les lignes, de répondre le mieux possible. Mais c'est beaucoup, beaucoup dans ma perception personnelle de comment vivre cette situation-là, où je reçois des téléphones, ça mérite. Là, le téléphone sonne, voilà, je m'en vais, il va sonner. Et là, ben, je suis irrité 24 heures sur 24 parce que j'attends quelque chose qui va arriver souvent. Mais si je suis préparé à, il y a des moyens de ne pas répondre, il y a des moyens de ne pas sonner, il y a plein de trucs qu'on peut faire qui fait en sorte qu'on répond. Oui, maman, oui, papa, parfois, c'est bon, parfait. Puis, c'est ça. Merci. Merci beaucoup de ton témoignage. Merci. Excusez d'être en retard parce que Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème.
J'aurais envie de pouvoir, je sais que le temps file, puis je ne veux pas non plus abuser de votre temps, mais je vous remercie énormément d'avoir été là ce soir, de vous être dégêné et d'avoir pu partager. Merci beaucoup de ton témoignage et de tout le partage de tous. Alors, je pense que tout le monde, on mérite une main d'applaudissement. Je voudrais vous remercier, Mme Lantier, d'avoir offert cette conférence-là qui était tout à fait à propos. Puis oui, merci pour votre témoignage, M. Pérou, qui était, somme toute, vous avez manqué la grosse partie, mais je trouve que ça rejoint beaucoup ce qu'Angélique nous a parlé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présents. Donc, oui, vous allez recevoir le lien YouTube en espérant que la sono sera bien là, pour la conférence. On verra, on jugera là, si c'est bien, mais vous allez recevoir le lien pour le PowerPoint. Donc, vous allez pouvoir au moins revoir les différents outils là, qui ont été mis à votre disposition aujourd'hui. Oui, comme Angélique a dit, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même des solutions qu'on arrive à faire un petit peu de place dans sa tête. Puis, n'oubliez pas aussi qu'au Centre d'action bénévole, on a aussi des groupes de soutien pour les proches aidants, ceux qui ont des troubles neurocognitifs et ceux juste pour vaincre l'épuisement aussi. Là. Donc, on a différents groupes de soutien qui sont là, y compris pour les personnes endeuillées. Oui, il y avait une question. Oui, c'est notre programmation du printemps. Donc, la programmation se termine. À l'automne, il y aura des nouveaux groupes qui vont partir. Il y aura des groupes de formation pour la prévention d'épuisement, des groupes de formation pour ceux qui prennent soin d'une personne qui a un trouble neurocognitif. Et il y aura aussi des groupes d'entraide. Donc, des groupes qui sont des groupes de parole, d'échange, qui vont être ouverts là, à tout le monde une fois par mois. Donc, c'est plus facile d'accès. Donc, il n'y aura plus de groupes fermés comme tels, sauf les groupes de formation. Donc, ça va être beaucoup plus facile là, pour tout le monde, pour les proches aidants, de pouvoir se joindre au groupe comme tel. Donc, on vous revient avec une nouvelle programmation qu'on va vous faire là, pour l'automne prochain. Oui. Si jamais j'ai fait un AVC, avant de meurtre de faim, je ne peux pas les mères dans ces systèmes. Je sens que je me demande si quelqu'un qui en a déjà, qui est facile, je tombe, ça sent pas des gens. Si une chute, la question de la dame, vous savez, avec les ici, les nerfs. En fait, il y avait une question sur les différents bracelets, les différentes technologies. Il y a différentes gadgets comme ça qui existent là, pour la prévention à domicile. Il y a, oui, Philips Lifeline qui font des boutons comme ça. Il y a aussi TELUS Santé aussi qui font différents trucs comme ça. Donc, c'est de vous informer. Il y a différentes choses qui existent. Il y a entre autres la compagnie Eugéria qui pourrait peut-être là, vous pister là, sur différents trucs comme ça qui sont spécialisés là, pour différentes aides à domicile pour les personnes. Je vous en prie. Donc, on va conclure là-dessus. Donc, merci d'avoir été présents encore une fois, autant ceux qui étaient ici en salle que ceux qui étaient en Zoom à la maison. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.